Un peu de fatigue, ouais. C'est des week-ends de 3 jours où on a décidé de faire l'émission quand même. On s'est posé la question parce que... Puis il y a eu des événements quand même pendant ce week-end qui ont été importants, mais bon. Qui ont été fêtés. Ou pas, justement. L'anti-fête. L'anti-fête. C'est bien. Tout est principe à boire des coups. La fête comme l'anti-fête. On a aussi Louis que vous ne voyez pas parce qu'il est derrière l'écran. Ça va, Louis ? Oui, ça va. Ouais, en forme ? Ouais, toujours un peu stressé, je fais des bêtises, mais... Un petit peu, ouais. Parle bien devant ton micro parce que je sais que dans le casque on t'entend pas beaucoup, alors je me dis que les gens doivent pas t'entendre. Mon casque, alors c'est compliqué. Bon, t'inquiète pas, ça va très très bien se passer. Et on a Fred autour de cette table en tant qu'invité. Ça va bien ? Oui, ça va très bien, merci. Ouais, en forme ? En forme. Ouais, donc Fred, toi t'es venu pour nous parler de ton jeu, le jeu qu'on va essayer de présenter, qu'on va essayer de jouer ce soir en direct. Ton jeu qui s'appelle Brigantin. Tout à fait. Donc on va en apprendre un petit peu plus sur ce jeu. Et voilà, vous l'avez compris, si Louis est là, c'est que Damien n'est toujours pas revenu, mais c'est prévu pour dans pas longtemps. Ne vous inquiétez pas, tout va bien pour lui. C'est juste la famille, ça suit son cours et voilà. C'est juste que c'est un petit peu plus long que prévu, mais il pense bien à vous et il vous fait d'énormes bisous. Et ça soulagera Louis aussi, je pense quand Damien reviendra un petit peu, parce que... Non, mais ça va, je prends la main. Ça va. Et toi, Alex, tu vas bien ? Moi, ça va. Ouais. Écoute, en forme pour nous présenter et soutenir ton équipe de bras cassés. On va tâcher parce que, oui, comme tu le dis, 3 jours sans travailler, on a tendance à se croire en vacances et à oublier que demain c'est reparti. Et donc, on a un peu forcé aussi, mais là, en tout cas, on est fin prêt pour attaquer l'émission. Donc l'émission, quand on l'attaque, généralement on l'attaque toujours par un jeu en direct, donc on va pas faillir à nos habitudes, et on a la chance d'avoir Fred qui vient nous présenter Brigantin, donc on va essayer d'y jouer en direct. Alors malheureusement pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui nous regardent et pour les gens qui connaissent déjà le jeu, vous allez voir, on n'aura pas le temps de faire une partie en entier parce qu'on a le facteur temps qui joue contre nous dans l'émission, mais ça permettra de voir un petit peu quelques tours et de voir la mécanique et de voir l'ambiance du jeu. Donc parce qu'une partie réelle, c'est quoi à peu près ? En fait, ça dépend beaucoup du nombre de joueurs. À 2 joueurs, c'est très rapide, ça dure une vingtaine de minutes. Sur 3 joueurs, là, tu passes à du 30-40 minutes, quand les joueurs ont à peu près tous le même niveau. Et à 4 joueurs, là, tu passes sur une bonne heure, voire 1h20, si c'est ta première partie ou pas. Ouais, s'il y en a qui quand tu commences à bien connaître le jeu, à être habitué, tu en as pour 1 heure à 4 joueurs. Quand tu débutes ou que tu prends beaucoup de temps de réflexion, tu es plus sur 1h20 de jeu. Il y a l'apprentissage des cartes, je pense aussi un petit peu oui, ça, parce sur les premières parties. En fait, les mécaniques sont assez simples, mais il y a beaucoup de cartes différentes qui ont chacune des petites capacités et petites facultés. Donc c'est vraiment le temps d'assimiler toutes les cartes et de voir un peu tous les combos que tu peux faire qui seront au final intéressants, quoi. Donc ça demande un petit temps de prise en main. Donc il te faut 2-3 parties pour vraiment avoir pris toute l'ampleur stratégique du jeu, quoi. Alors justement, on va discuter, tu vas nous expliquer un petit peu les règles, le principe du jeu, en quoi consiste Brigantin. Mais juste avant, on tenait quand même à remercier parce que là, c'est pas un jeu que notre partenaire nous a donné, par exemple, puisque c'est un jeu que toi t'as ramené, c'est un prototype, mais c'est quand même grâce à lui que d'habitude on peut proposer des jeux radiophoniques. C'est grâce à lui qu'on peut vous présenter des jeux plus ou moins lourds. Et cette année, c'est grâce au Temple du jeu à Rennes. Donc voilà, on tenait quand même à le remercier. En 2016, ils étaient faits pour se rencontrer. Le Temple du jeu à Rennes, 10 ans d'expérience dans le domaine ludique, devient le partenaire de Deludes et les Plumes pour sa 5e saison. Cette année, on joue à l'antenne grâce au Temple du jeu, 2 boutiques à Rennes spécialisées jeux de figurines, jeux de rôle, jeux de cartes à collectionner, jeux enfants, jeux de société. Je n'en crois pas mes oreilles, ça suffit, c'est trop. Le Temple du jeu, 2 adresses à Rennes. 14 et 26-28 rue Capitaine Dreyfus, métro Place de la République. Mais aussi 6 boutiques dans le Grand Ouest et par internet www.letempledujeu.fr. Alors, on dit merci qui ? Merci le Temple du jeu à Rennes. Pour sa 5e saison, Deludes et les Plumes fait confiance au Temple du jeu à Rennes pour ses parties en direct à l'antenne. Bonjour, je suis Deludes. Salut, je suis Desplumes et nous approuvons ce message. Oui, tout à fait. Merci au Temple du jeu. Même si, comme on l'a dit ce soir, c'est merci à Fred d'avoir ramené son jeu, son proto. Donc, Brigantin, pour revenir sur ton jeu, c'est un jeu sur le thème de la piraterie.
Tout à fait, ouais. Donc, faut s'imaginer dans les Caraïbes, donc 17e, 18e siècle. Impeccable, le temps s'y prête là ici dans le studio. Donc on y est, nous, dans les Caraïbes. On est dans l'ambiance, c'est bon. Je vais enlever mon t-shirt bientôt. On devrait inviter plus de filles, je trouve. Ah, ça, c'est sûr. Ça, j'ai toujours dit. Hein. Et donc dans les Caraïbes, au niveau du jeu, l'originalité du jeu, c'est que on peut jouer 2 phases. C'est ça. En fait, à chaque début de tour, tu vas pouvoir décider de jouer soit à terre, soit en mer. Donc, en fait, les mécaniques du jeu sont très basées sur l'ambiance à chaque fois, vraiment sur la thématique. Donc, t'imagines qu'à terre, là, tu es à ton port d'attache, et donc c'est là que tu vas recruter des membres d'équipage. Donc, tu vas aller dans les tavernes pour pouvoir recruter des membres, pour pouvoir augmenter la puissance de ton navire. Et ensuite, quand tu penses avoir un navire assez puissant, tu vas aller en mer. Et en mer, c'est là que tu vas aller rencontrer d'autres navires que tu vas pouvoir éventuellement capturer ou couler. Et également pouvoir attaquer les autres joueurs si eux aussi se trouvent en mer. Parce qu'il faut imaginer que voilà, c'est un jeu où c'est du chacun pour soi. Tu as 2 navires pirates qui se rencontrent, et ben, ils s'en mettent plein la tronche. Quoi. Normal. Et pour gagner, est-ce que c'est de l'argent, des points de victoire, tuer l'autre ouais. Non, en fait, c'est des points de victoire. À chaque fois que tu vas attaquer des navires ou des ports aussi que tu peux capturer, tu vas gagner des points de victoire. Et au bout d'un certain nombre de points de victoire, tu auras gagné la partie. Le jeu, en fait, tu peux écraser les autres, mais tu peux jamais éliminer un joueur de la partie. C'est pas un jeu à élimination, donc un joueur qui même se fait écraser peut quand même continuer et en fait et espérer revenir et espérer revenir, et ça se fait même très bien parce qu'en fait le jeu, je le compare un peu à des montagnes russes, dans le sens que c'est pas parce que tu es très bien parti à un moment, ou au contraire que tu es très mal parti, que ça va pas changer un cours. Ouais, d'accord. Il faut pas croire que tu vas gagner parce qu'à un moment donné les autres sont moins bons que toi, que tu as un petit peu pris d'avance et que voilà, tu te dis maintenant j'ai plus qu'à me laisser porter par les vagues quoi. Ouais, c'est ça, surtout que quand tu joues à plusieurs joueurs, tu as des alliances qui peuvent se former entre joueurs, alors non officielles parce que ça reste du chacun pour soi, mais tu as toujours moyen d'essayer de t'arranger pour essayer de pourrir un joueur qui est celui qui part un peu plus fort que les autres, c'est ça, ouais. Les souvent, autres s'associent contre lui quoi. Souvent c'est comme ça que ça se passe, ouais. Et pareil, ça arrive que des joueurs sont en mode oh non, moi je suis plus jeu coopératif, ou alors jeu ou non, je veux pas attaquer les autres, donc mais souvent quand ils commencent à se faire attaquer, là t'as l'esprit de vengeance qui revient, et puis là c'est parti. Et on rigole plus. Alors au niveau des cartes, c'est des cartes que tu as fait toi-même? Alors les cartes, en fait on est 2 à bosser sur le projet, et donc tout ce qui est aspect graphique, c'est un ami à moi qui s'en occupe. On va les montrer tout à l'heure à la vidéo pour ceux qui suivent en vidéo, quand on fera l'interview proprement dite sur le jeu, on viendra puis on pourra les montrer. Et là donc au niveau du jeu, puisqu'on va essayer de commencer la partie, donc tu disais on a une phase à terre où on va recruter, une phase en mer où on va essayer d'explorer et d'attaquer. C'est ça, oui. Donc on commence le jeu là face à moi, j'ai une carte à terre en mer. Ouais, c'est une carte qui te sert d'indicateur, en fait, qui te permet à chaque fois de bien montrer aux autres joueurs où est-ce que tu joues. De pas tricher. De pas tricher, voilà. Non, j'ai dit ça, te fait un pense-bête. Et pareil, quand les joueurs vont vouloir jouer, en fait, en fonction du terrain sur lequel tu vas te trouver, ils vont pouvoir jouer certaines cartes ou non. Donc, en fait, ta position joue beaucoup aussi sur les autres joueurs en fonction de ce qu'ils veulent te faire. Donc, j'ai cette carte-là. J'ai une carte capitaine qui définit donc mon capitaine avec un petit pouvoir. C'est ça, en fait, chaque joueur commence la partie avec un capitaine qui a chaque capitaine a sa capacité qui lui est propre, qui peut utiliser tout au long du jeu. Donc, pareil, ça offre un petit bonus vraiment spécifique à chaque joueur. Et pareil, niveau jouabilité, du coup, ça permet aussi de varier à chaque fois. Tu as des capitaines différents d'une partie à l'autre. Pour ceux qui connaissent, on est un petit peu dans l'univers de Bang, en fait, ou de Wanted, maintenant, avec les personnages qui avaient leur propre capacité et qui permettaient une rejouabilité, parce qu'on pouvait rejouer avec un autre capitaine. C'est ça, à chaque fois, tu changes, quoi. On a notre coffre au trésor qui va de 0 à 3. C'est ça, oui. En fait, faut imaginer que les cartes qu'on a, nous, au début, on va avoir les cartes qui vont constituer notre navire. Donc on va avoir des membres d'équipage, et on va avoir également donc, une réserve d'or qui représente la cale de notre navire. Donc qui est limitée à 3 parce que si c'est la contenance de ta cale, si tu mets plus, ton navire coule, quoi. Donc tu mettras pas plus. Tu mets pas plus que 3. L'or n'est pas fait pour être gardé, il est fait pour être dépensé. L'or est fait pour être dépensé, et si tu as tendance à vouloir garder ton or, tu vas te le faire piller par les autres joueurs de toute manière. Donc vaut mieux essayer de le dépenser le plus vite possible. C'est ce que j'explique à mon banquier. On a un port d'attache, comme tu le disais. Donc moi j'ai un port, la Santiago de Cuba, qui dit qu'à chaque tour que je passe à terre, je gagne une pièce d'or grâce à mon port. En fait, chaque joueur commence avec un port d'attache qui lui rapporte un d'or à chaque fois qu'il joue à terre. Donc dès le début du jeu, on a un peu d'or qu'on peut utiliser pour dépenser, pour acheter des membres d'équipage. Et c'est également un port d'attache qui fait qu'en fait c'est là que tu vas être réfugié à chaque fois que tu vas à terre. Donc dès que tu vas souffler un peu,
quand on aura marre de se faire attaquer dans tous les sens, tu pourras aller dans ton port d'attache. Quoi. Et donc, face à nous, en plus de tout ça, on a 2 cartes canonniers qui sont donc des membres d'équipage. C'est ça. Et donc, on commence tous avec le même équipage et on voit qu'il coûte 1 pièce d'or. Donc, on imagine qu'au recrutement, il va falloir dépenser des sous. Et c'est plus 1 en canon, en force d'attaque. Donc, par contre, là, j'ai déjà 2 d'attaque si jamais je vais poutrer mes voisins. C'est ça, tous les joueurs commencent avec 2 canonniers, donc 2 points d'attaque. Et dès le début de la partie, si tu veux, tu peux directement aller en mer pour commencer à attaquer les navires. D'accord. On se doute que 2, ça doit être un petit peu faible. On se dit, on peut avoir combien d'équipages en tout ? Tu peux avoir 6 membres d'équipage au maximum. D'accord. Sachant qu'on va le voir au fur et à mesure de la partie, mais tu peux acheter différents types de membres d'équipage qui représentent différents types de postes dans un navire, en fait. Et donc, en fonction de les personnages que tu prends, pareil, tu as des petites capacités que tu peux utiliser tout au long de la partie, quoi. D'accord. Ok. Bah, écoute, je propose qu'on commence et puis on va voir effectivement comment se passe la partie. On va te laisser la main puisque ça marche. C'est voilà, comme ça on va tous tricher sur toi. Moi je te préviens, tout ce que tu fais, je fais la même chose. Exactement pareil. Exactement pareil. Ok, c'est parti. Bon bah du coup la première action à décider. Ah merde. Moi aussi. La première action à décider, c'est est-ce que du coup tu vas vouloir jouer à terre ou en mer. Donc là moi je vais décider de jouer à terre au début. Ouais. Et donc je vais recruter un premier membre d'équipage. Donc comme je suis à terre, mon port d'attache me rapporte 1 d'or que je dépense pour acheter donc une carte. Donc là, je sais pas par rapport où est-ce que la vidéo est placée. Je sais pas si. Ouais, mais on va les montrer après les cartes. Ouais. Donc là, par exemple, j'achète une vigie. Ok. Dont j'utiliserai la faculté un peu plus tard. Quoi. Donc la vigie apporte une faculté en plus par rapport au canonnier qui sert que d'attaque. C'est ça. Le canonnier, lui, il sert vraiment que à attaquer, tandis que la vigie, elle va permettre de piocher les cartes navires supplémentaires. Ok, parce que quand tu vas vouloir explorer la mer pour voir. D'accord. Et du coup, là, j'ai fini mon tour de jeu. Ok. Eh bien, moi, je vais aussi commencer à terre. Ça va me permettre de gagner 1 pièce d'or. 1 pièce d'or que je vais pouvoir dépenser. Alors, ils valent pas tous 1 pièce d'or. Non, je vois là, il y a des maîtres canonniers qui valent 3. Un premier lieutenant qui vaut 1 pièce d'or. Le premier lieutenant, il fait quoi ? Le premier lieutenant, c'est lui qui te permet d'attaquer les navires des autres joueurs. Ah ouais, sinon on peut pas attaquer si on a... Pour attaquer les autres joueurs, il faut soit des cartes actions spécifiques, soit une carte équipage qui s'appelle le premier lieutenant. Ouais. D'accord. Eh ben, écoute, moi, je vais acheter un premier lieutenant. Et j'ai aussi une carte... je regarde, non, parce que sur mes cartes actions ou sur mon capitaine, il y a le petit logo bleu qui dit que ça se fait que en mer, donc je ne pourrai la jouer que en mer. C'est ça, en fait, sur la capacité de ton capitaine ou sur les différentes cartes actions que les joueurs vont piocher, certaines peuvent s'utiliser que quand tu es en mer et d'autres que quand tu es à terre. Et pareil, certaines cartes vont avoir un effet malus sur les autres joueurs pour les pénaliser. Et pareil, tu peux leur mettre que sur certaines conditions. La carte serait faite que s'ils jouent en mer ou que s'ils jouent à terre. Donc pareil, quand tu poses tes cartes, il faut essayer de prévoir où est-ce que l'autre joueur joue et où est-ce qu'il va essayer de jouer dans ses tours prochains. Ouais. Ok. Donc c'est à moi. Ouais. Je suis à terre et j'y reste pour gagner des sous. Et que je redépense aussi automatiquement pour prendre un... Alors là, on a 2 personnages en fait sur les cartes. Des fois, on a plusieurs personnages. Et donc, on choisit un côté ? Oui, en fait, tu as comme une ligne d'achat en fait avec tes différents membres d'équipage. Et sur la plupart des cartes, tu as un côté double. Donc après, tu peux choisir parmi les 2 celui que tu souhaites acheter. Donc là, je prends le canonnier. Je vais passer dessous de toute façon pour prendre l'autre. C'est ça. Mais l'autre qui vaut 3 pièces, en fait, une fois qu'on l'a utilisé, on va retourner la carte. Donc moi, mon premier lieutenant deviendra canonnier. Et si je repaye la somme, il peut redevenir premier lieutenant, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors après, tu n'as que le premier lieutenant qui, lui, va switcher une fois qu'il aura été utilisé. Sinon, le reste des cartes, elles restent en permanence, en fait. Par exemple, moi, j'ai acheté une vigie, elle restera toujours vigie. Si tu achètes un maître canonnier, ce sera pareil, il restera tel quel. Tu n'as que le premier lieutenant qui, lui, vu qu'il a une capacité assez offensive, en fait... Une fois qu'il est utilisé, il devient canonnier, après, ça, il se remet... Ouais, d'accord. Ok. Hop, on attaque le deuxième tour. Donc, deuxième tour, moi, je vais décider de jouer en mer. Donc, je m'en doutais. Donc en mer, c'est là que tu gagnes des cartes actions, donc qui vont me permettre soit de m'avantager, soit de vous pénaliser. Donc que je rajoute dans ma main et que je peux soit utiliser tout de suite, soit pour plus tard. Dès que tu es en mer, tu pioches une carte action. Dès que tu es en mer, tu pioches une carte action. Autant qu'on veut, on peut en jouer ? Tu peux jouer autant de cartes actions que tu veux durant ton tour, t'es pas limité. Ouais. Et ta carte action, une fois qu'elle est jouée, elle est défaussée. Tu n'as aucune carte qui est permanente. Toutes tes cartes qui sont jouées, c'est effet immédiat et après elles sont défaussées. Très bien. Donc j'ai pioché ma carte action et ensuite je vais attaquer les navires. Donc normalement tu pioches qu'une seule carte, mais comme j'ai ma vigie, je vais pouvoir en piocher 2. Donc j'ai pioché 2 navires et je vais choisir lequel des 2 je vais attaquer. Donc là je vois par exemple que j'ai un galion qui lui est beaucoup trop fort parce que chaque navire donc, a ses propres statistiques avec un certain nombre de points de défense, du butin que tu gagnes, de la perte d'équipage aussi. Parce que quand tu attaques des membres d'équipage, quand tu attaques des navires, tu as une bagarre qui se fait, donc forcément tu peux tomber sur une chaloupe comme sur un
Un gros truc. Un gros truc, et du coup, tu perds de l'équipage. Et donc, tu gagnes également des points de victoire. Donc, moi, là, je vais prendre le port, puisque le port, tu vois, il est qu'à 2 points de défense, et moi, j'ai justement 2 points d'attaque, donc je peux le capturer. Et donc, je l'ajoute dans mes cartes capturées, et il me fait gagner un butin de capture, donc je rajoute de l'argent dans ma réserve d'or. Là. Ok. Et il permettra peut-être aussi, après, à terre, d'avoir encore plus d'or et compagnie. C'est ça. Est-ce que le fait qu'il soit plus dur à avoir, le galion, là, il apporte aussi plus de points de victoire, j'imagine, à la fin? C'est ça, oui. En fait, chaque carte donc, a un certain nombre de points de victoire qui sont indiqués dessus. Et plus tu attaques des cartes qui sont fortes, et plus tu gagnes de points de victoire. D'accord. Ça se tient, c'est cohérent pour l'instant. Oui, c'est clair. Moi, je vais aller en mer aussi. Hop, je pioche donc une carte action. Et alors, moi, je vais jouer ma première carte action. Si vous avez moins de 6 membres d'équipage, ajoutez un canonnier à votre navire sans le payer. Pour l'instant, j'en ai que 3, donc je prends un canonnier supplémentaire. Merci beaucoup. Pillage. Ça s'utilise que en mer. Ça s'utilise que en mer, oui. Et sur des gens en mer. Sur des gens en mer également. Donc Yann, tu es hors de cause puisque toi tu es à terre. Et de toute façon, ça m'intéressait pas parce que ton coffre est vide. Alors que pillage, vous volez la réserve d'or. Je trouve ce jeu vachement réaliste. Ainsi qu'une carte action aux joueurs de votre choix. Ah, mais moi j'ai des cartes potentiellement défensives pour me protéger. Potentiellement. Moi je la joue. T'es sûr? Je la joue, je suis sûr. Ok, bah moi j'ai rien. Donc, donc je te vole. Un peu d'intox, voilà, t'as un peu le côté bluff que tu peux aussi essayer de mettre en avant des fois. Je te vole une pièce d'or, donc tu repasses à 0. Voilà, donc moi je repasse à 0. Je te vole une carte action. Et en plus tu me voles une carte action. Ouais. Allez, celle-ci. Et ça... Ah ouais, ça se joue quand... Voilà, je vais attendre un peu. Parce qu'on va pas s'acharner. Oui, parce que par exemple, là, la carte action que tu m'as volée, tu aurais pu la rejouer direct après aussi. Oui. Donc, pareil, tu vas avoir des gros enchaînements qui sont... surtout que moi, pour expliquer, mon personnage, c'est Marie l'Intrépide, mon capitaine. Et si vous possédez une carte action ou moins dans votre main, piochez une carte action supplémentaire. Ou moins. Ah! Donc, je peux en piocher une, là. Bah là, t'en as combien? J'en ai une. Eh bah, t'en as une, donc tu peux utiliser ton capitaine pour piocher une, ouais. Ah oui, parce que le capitaine, on l'utilise. C'est ça, ouais. Et il faut revenir à terre pour qu'il En fait, t'as des capitaines où leurs effets s'activent à terre, d'autres qui s'activent en mer. Et en fait, une fois que tu as activé ton capitaine, l'effet n'est pas infini. Et donc, en gros, quand tu l'as utilisé, tu retournes la carte, tu changes de sens pour prouver que tu l'as utilisé. Et après, il faut que tu retournes dans l'autre phase. Donc, si le capitaine s'active en mer, il faut que tu retournes à terre pour pouvoir le réengager. Ce qui est logique aussi, parce que j'étais en train de me dire, mais alors, je vais utiliser toutes mes cartes et à chaque fois, je vais piocher, et vous allez pleurer, quoi. Voilà, mais non, parce que je le fais une fois. Tu as une limite. Ça, c'est bien. Ok. C'est mieux pour l'équilibrage du jeu, de toute façon, je pense. Bon, parce qu'un personnage cheaté, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Ouais, mais je pense que vos personnages doivent avoir un intérêt aussi et être assez balèzes. Absolument. Donc moi, là, je me retrouve avec mes 2 cartes action, donc je les garde en main. Et j'ai toujours pas exploré ou attaqué de navire. Voilà, parce que tu peux attaquer des joueurs, mais aussi des navires. Donc tu peux faire les deux dans le même tour. Donc là, je vais attaquer un navire, je vais pas attaquer un joueur. Surtout que Yann est toujours à terre. Donc moi, j'ai pas de vigie, j'en pioche qu'un. Je retourne. Pof, j'ai un port aussi d'une force de 2. Je suis à 3 d'attaque. Donc le port, je le capture, c'est ça? C'est ça, oui. Ce qui me fait une pièce d'or supplémentaire directement. Gling. Ouais, gling, c'est le bruit de la pièce d'or. Ouais, ça fait gling parce qu'il n'y a que 2 pièces dans ton coffre. C'est pour ça. C'est ça. Quand il y en aura plein, ça fera autre chose. Et donc c'est à toi, Yann. Ok, ben moi, comme j'ai aucune personnalité, je vais en mer comme vous. Je vais tirer ma carte action. T'as vu qu'à terre, on pouvait rien te faire. Reste à terre. Oui, c'est sûr, mais moi, en même temps, je n'ai pas gagné grand-chose. Ah oui, moi, mon capitaine, elle s'appelle Sally Lateigne. J'aime beaucoup son nom. Et elle bosse pour Marie l'Intrépide. Ah ouais? Ouais, moi j'ai lu ça. Non. Dans l'histoire, on en a parlé. Oui, mais elle est devenue elle-même son propre capitaine maintenant. Ah ouais, on joue cette période-là. C'est ça. Ouais. D'accord. Celle où elle meurt en fait, parce que j'ai pas voulu se rebeller. Elle vient juste de commencer son mandat. Essaye, on va voir. Alors, vous ajoutez plus 1 à votre... Ah, d'accord. Tu es Marie l'Intrépide. Oh, merde. Donc moi, je vais partir en chasse sur l'océan. Peur de rien. Vogon galère. Donc là, je tombe sur un petit schooner de défense de 4. Et toi, tu as 3. Et j'ai 3. Et j'ai une carte action qui inflige 2 durant ce tour, qui fait que je le coule. Oui. Tu passes à 5, ouais. Hop là. Alors, je peux jouer ma deuxième carte action. Juste rapidement. Parce que dessus, il y a des symboles. Ouais. Donc le navire, là, tu l'as capturé, donc tu gagnes de l'or, mais tu perds également des membres d'équipage en l'attaquant.
Donc tu dois te défausser de membres d'équipage. D'accord, donc je perds un membre d'équipage, c'est ça? Ouais, c'est Seulement, le pouvoir de Sally la Teigne, c'est que je ne perds pas de membre d'équipage durant l'attaque d'une carte. Donc là, du coup, tu peux utiliser son pouvoir pour ne pas subir de perte. Tu la switch, ouais. Comment c'est bien fichu tout ça. Trop bien. Et tu gagnes ton or quand même. Elle démarre beaucoup mieux que la partie que j'avais jouée auparavant, celle-ci déjà. Hein. Enfin bon. Et je gagne de l'or aussi, une pièce d'or. Et comme j'ai une carte, j'ai... ben non, ça... oui, si, parce que je suis en mer, donc je la joue pour récupérer une deuxième pièce d'or. Ouais, mais t'es beaucoup trop bien parti là. Ouais, mais je sais, j'attire les convoitises. C'est dommage. Il est fini. C'est dangereux. Donc moi, je vais rester en mer. Donc je repioche une carte action. Et puis apparemment, c'est en mer que ça se passe. Hein, donc, bon, si peu. Et donc je vais réattaquer des navires du jeu. Donc là, je vais attaquer cette fois-ci un sloop qui lui me rapporte 2 pièces d'or que je rajoute dans ma cale. Donc en plus, on s'instruit parce qu'il y a les vrais noms des bateaux sur les cartes. Donc les types de navires utilisés dans le jeu sont des types de navires qui ont vraiment existé. Pareil pour les postes de membres d'équipage. Qu'on retrouve, alors, pour ceux qui sont un peu joueurs de jeux vidéo, notamment dans les Assassin's Creed. Dans Black Flag, ouais, exactement. Tout à fait. Alors pareil, niveau historique, tu as les différents ports d'attache avec lesquels chaque joueur commence, qui pareil sont des ports qui existent vraiment, et donc qui représentent les différentes nationalités à chaque fois. Donc là par exemple on a Port-Royal, on a Nassau, Santiago de Cuba. Chaque canonnier a un petit nom avec un petit historique. Les canonniers n'ont pas leur petit nom. Après toi tu peux leur donner un petit nom si tu veux, mais souvent tu t'y attaches pas trop parce qu'ils restent pas trop longtemps dans ton équipage. Ouais, c'est ça, ouais, comme ils partent très vite. Et moi j'ai fini mon tour de jeu du coup. Alors à moi je reste en mer. En mer, tac, je pioche une carte. Oh là 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 là. C'est chaud, rester en mer. C'est très chaud. Mais comme ça, moi, tu vois, mon premier lieutenant fait que je peux attaquer quelqu'un. Yann, comme tu es très bien parti, je vais d'abord te lancer une tempête. Tu sais que si tu fais ça, après, je vais devoir me venger. Ouais, je sais. Alors, la tempête, tu la lances pour tout le monde ou seulement pour Yann, du coup? Oui. Non, que pour Yann. Parce qu'il y a deux choix, effectivement. Soit je cible un joueur. Tu as différents choix. Mais alors attention, parce que celle où tu cibles qu'un seul joueur, tu la joues face cachée, en fait. Parce que certaines cartes actions, tu vas les jouer face visible et vont s'effectuer immédiatement. D'autres cartes, tu vas les jouer face cachée. Ah, parce qu'il y a le petit symbole bombe. Voilà, c'est ça. En fait, sur chaque type de carte action, tu as un petit symbole associé qui te dit quand est-ce que tu peux jouer la carte. Et en fait, certaines cartes actions, tu vas les jouer face cachée devant le joueur et elles s'activeront qu'au début de son tour. Ah ouais. Donc tant qu'il n'a pas commencé à jouer, il ne sait pas ce qui va l'attendre. Et pareil, en fonction de là où est-ce qu'il va décider de jouer, la carte ne va pas forcément faire effet. Donc tu as toujours un petit côté où il faut que j'essaie de prévoir où est-ce que le joueur va jouer. Et toi, quand tu as des cartes devant toi, est-ce que j'ai un moyen ou non de l'éviter en changeant de stratégie, quoi. Ouais, d'accord. Ok, ça change un petit peu. Ça te fait réfléchir, du coup. Ouais, du coup, je me dis, est-ce que j'ai vraiment intérêt d'aller t'attaquer, quoi? T'es à quoi, toi? 1, 2, 3 canonniers. Moi, j'ai 3 canonniers aussi, plus mon premier lieutenant. Il a 2 d'or à voler. Hein il a 2 dans sa réserve. Oui, mais on est à égalité en canonnier. Et moi, j'ai des cartes. On est à égalité en canonnier, lui comme moi. Alors ça rentre pas en compte. En fait, la puissance de feu, c'est pas parce que t'es fort qu'un joueur ne peut pas t'attaquer. Un joueur plus faible que toi peut venir t'attaquer. Ah bah, je t'attaque alors. Allez, je t'attaque. D'accord. Il n'y a pas de résolution alors, du coup. En fait, les seules résolutions vont se faire avec les cartes actions. Si toi, tu as des cartes actions qui vont te permettre de te défendre contre ce genre d'attaque, tu peux le faire. Donc moi, j'ai pas de carte de toute façon, donc là, je peux Donc je te mets ça. Bon, en plus, il te met une carte supplémentaire. Tu la regardes pas, c'est quand ce sera ton tour. Très bien. Non mais... Et par contre, je t'attaque quand même. Oui, vas-y. Donc je suis en mer, j'arrive. Pas peur. Parce que j'ai mon premier lieutenant et je t'attaque. Comment ça se passe? Alors, quand tu attaques avec le premier lieutenant, tu as 2 choix. Déjà, tu vas lui voler ses réserves d'or et ensuite tu as le choix de lui voler soit une carte équipage, soit une carte action dans sa main. Bon, là, il n'a pas de carte action, donc tu peux lui voler une carte équipage. Après, autre possibilité, mais là que tu peux pas faire dans ce cas-là, c'est tu peux également détruire les navires ou les ports qu'il a déjà capturés. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, dès que toi tu captures des navires, ils ne sont pas acquis pour toujours. Les autres joueurs peuvent venir te les détruire. Et donc là, par exemple, le premier lieutenant te permet ça. Ouais. Par contre, là, pour le coup, il te faut assez de points de dégâts pour le faire. Et là, tu tapes qu'à 3, le navire à 4, donc tu peux pas l'avoir, celui-là. D'accord. Non, mais déjà, lui voler son or et lui piquer un personnage, c'est déjà pas mal. Alors, je vole son or, je passe à 3, je peux pas plus parce que de toute façon j'étais déjà à 2. Du coup, lui il repasse à 0. Donc lui il passe quand même à 0. Non, il n'en a volé qu'une. Ouais, mais l'autre, je l'ai jeté dans la mer. Quelque part, il pourrait pas tout prendre, ça veut dire qu'il en laisse. Quand il peut pas tout prendre, il a le choix, soit il te laisse, soit il le jette à la mer. Je te vole celle-là. Tu me le laisses? Je vole celle-là.
Tu lui voles celle que tu veux, ouais. Ah bah, je vole celle-ci, tiens. Et tu me laisses pas ma piécette en plus. Non, je laisse pas la piécette. Non, mais c'est horrible. Bah oui, c'est horrible. Et du coup, j'ai fini mon tour de jeu. Parce que le fait d'avoir attaqué Yann, je peux pas attaquer un navire. Ah si, tu peux toujours attaquer un navire. Ah. En fait, dès que tu es en mer, tu attaques un navire du jeu. Ça, c'est ton Alors, le mec, action il vient de se blinder, un il vient peu de se obligatoire, rajouter normale. des forces. Toc. Et en plus, Donc j'ai derrière, il attaqué, peut j'ai eu attaquer. un port. Et le port, voilà, me En fait fait, gagner une je pièce reviens sur d'or. ce que je disais, il est cheaté. hein. Bah, là, il est Là. entré mon tour de jeu. Et j'ai terminé. Ok. On pourra même pas se refaire Alors. parce qu'on aura fait 3 tours. Et... Moi, je joue à terre. Voilà, tu as une carte action qui a Tac. été mise devant toi. D'abord, tu décides où est-ce que tu joues. Voilà, Une fois que tu as donc je décidé, retourne la on retourne la carte. Donc, tempête Elle marche. sur les deux. Non, tu vois, elle Non. peut être jouée dans les deux cas, mais elle marche que en mer. D'accord. Donc, vu que tu as Mais décidé oui. de jouer à terre, la carte ne s'active pas, donc tu ne subis pas l'effet. Ça. on s'en Dame doutait. Nud. Je rebooste ma Sally. Et je passe à une pièce d'or. Et Oui, tu pleures que un tu peu. peux dépenser. Ou... Et je pleure, parce que Oui, là, du économiser. coup, maintenant, je repars avec un bonhomme. Alors, tiens, je vais prendre lui, là. J'ai une petite Ça va, vengeance ça à va vouloir se prendre. venger là. J'ai pris un premier lieutenant qui permet d'aller attaquer les joueurs. Ah mais moi je t'ai pas dit, mais maintenant moi je reste à terre tout le temps. Et donc, mon tour, c'est termine. Donc moi je vais jouer à terre. Bon là j'ai quand même pas mal de sous à dépenser du coup. Donc avec mes 2 ports ainsi que le navire que j'ai capturé, je vais acheter un maître canonnier. Donc là ça rigole plus. Et avec les 2 d'or qu'il me reste, je vais acheter un premier lieutenant parce que j'ai envie de vous attaquer aussi. Et un canonnier. Parce que du coup, tant que vous avez de l'argent, vous pouvez acheter autant de membres d'équipage que vous voulez. Vous n'êtes pas limité en achat. La seule limite, c'est votre nombre de membres d'équipage sur votre navire. Ouais, tu peux en avoir que C'est 6. ça, ouais. Et là t'en as 6, ok. Et là, je suis blindé du coup. Et t'as encore des Non, t'as plus d'argent. Et là, j'ai plus d'argent. D'accord. Et donc, c'est à toi, Alex. Donc moi je vais aller à terre aussi. À terre, ça me permet de reswitcher ma rille intrépide. Mes 3 pièces d'or vont faire que lui, pouf, il va se transformer en maître canonnier. Ouais. On est d'accord. Donc c'était la carte où il y La avait carte les canonnier deux. que tu as promu en tant que maître canonnier. Son maître lieutenant, Oui, il le a son premier premier lieutenant, lieutenant, lui, il est switché. Par contre, il est switché. Ouais. Ouais. Tous. Ah ouais. J'avais compris qu'il n'y avait que lui qui se switchait, le maître canonnier. Et Ouais, là, ça me commence fait à quand même vouloir tricher gagner en direct. 1, 2, 3. Je gagne quand même 3 pièces d'or à nouveau. On est d'accord? Pourquoi Bah parce que j'ai 3 ports. J'avais Ah. 3 pièces d'or dans ma cale. Je les ai dépensées. Je gagne 3 pièces d'or. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Et là, je peux les redépenser. Donc lui, il va revenir. Merci beaucoup. Et je vais acheter une vigie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe à 2 pièces d'or. Là, je ne peux plus acheter d'équipage parce que mon navire est plein. Mais j'ai encore plein d'or dans mes cales. Est-ce que je peux acheter des Alors, choses? tu peux acheter les cartes actions. Parce que les cartes actions, tu les gagnes quand tu es en mer. Ouais. Mais quand tu es à terre, tu peux les acheter pour 2 points d'achat également. Donc dès que tu as 2 d'or à dépenser, tu peux les Tac, dépenser eh pour ben, acheter écoute, des cartes actions. Je vais acheter une carte action. À la limite, il faut pas s'en priver. Bah non. Ah bah non, dans ces cas-là, il vaut mieux le faire. Ouais. T'es limité à combien de cartes actions notamment Les cartes actions, tu en as 5. Mais c'est très rare que tu arrives à en accumuler 5. Et toc toc toc. Toi, ah oui, toi tu t'as joué à terre, t'as fait tes trucs, blablabla. Je te mets quand même un truc. Si tu veux. Ouais, comme ça de toute façon après ça sera le dernier tour, donc on s'en fout. Alors, Il n'y aura pas de représailles. là, au port défendu, mon bateau, tu sais que j'ai battu tout à On l'heure. dit accord défendu. Donc, tu peux le. Parce que je t'ai entendu dire qu'on peut se le faire repiquer. C'est ça. Il y a moyen de le bloquer. De le protéger. C'est ça, en fait, chacun de tes navires, tu vas avoir le choix soit de les laisser dans ta flotte, donc ils vont venir avec toi dès que tu vas aller en mer pour attaquer d'autres navires et ils vont t'apporter des bonus de dégâts. D'accord. En revanche, tu peux aussi les mettre en défense de tes ports. C'est-à-dire que les ports que tu vas capturer, eux, ils ont des faibles points de défense aussi, donc les joueurs peuvent venir te les détruire. Donc ce que tu peux faire, c'est que les navires que tu as capturés, tu peux venir les placer en défense de tes ports. Et donc là, tu vas protéger à la fois ton port, mais à la fois ton navire aussi, parce que les deux seront plus difficilement attaquables, parce que là, tu combines les points de défense des deux. Et du coup, ça devient plus difficile pour un autre joueur de venir te les détruire, quoi. Ok. Donc là, lui, je peux pas l'associer à mon port de base. T'as même pas dit où tu jouais, à terre ou en mer. Non, mais ça, c'est parce que j'aurais dû le faire avant, à mon ancien tour finalement, quand j'étais déjà revenu à terre. Quand tu étais déjà revenu à terre. Ouais. En fait, si tu peux placer un navire sur ton port d'attache, et là, en fait, c'est pas le port que tu vas protéger, mais ton navire. Parce que là, pour le coup, vu que le port d'attache, les joueurs peuvent pas venir te le détruire, ils pourront pas venir te détruire ton navire non plus.
Il faut voir ça un peu comme un signe infini en fait pour ton port d'attache. Donc ce que tu mets dessus, il est protégé, les autres joueurs peuvent plus le toucher, quoi. D'accord. Donc imaginons que moi je vais partir en mer, j'ai rien de toute façon. Sali. En mer. Merde. J'espérais que tu restes à terre et que tu continues à prendre des sous. C'est bête, parce que justement, t'avais rien. Les ports du joueur ciblé ne lui rapportent pas de pièces ce tour-ci. Ça tombe mal, chaque fois. Très mauvaise analyse du jeu. Je prends une carte action. Qui me rapporte rien du tout. Si un joueur attaque vos navires ou ports, celui-ci se défausse d'une carte. Équipage de l'autre joueur. T'es pas censé lire à voix haute les cartes actions que tu pioches. C'est pour les auditeurs. Et je pars donc en bataille. Donc là, je tombe sur un bateau qui est plus fort que moi. Donc, si tu veux, je peux t'aider contre 3 trésors. Alors, une éventuelle négociation est possible, mais souvent ça finit très mal, ce genre de choses. Je pense. Ça y est, ça tourne au Munchkin. Donc là, je ne peux pas l'affronter. Là, tu peux pas l'affronter. Donc il part à la défausse. Il part à la défausse, ça. Un bateau. Non, ça c'est mon navire. Tu vas éviter de me le mettre à la défausse, mais. Voilà. Comment on est des pineurs. Oui, en fait, quand un navire est trop fort pour toi, tu le défausses en fait. T'imagines que tu le vois à la longue vue de loin, tu te dis ah non, celui-là est trop costaud pour moi, Capitaine, donc je vais pas attaquer. Il y a Hulk version bateau. Ok, et donc là, mon tour se termine, j'ai rien pu gagner en fait. C'est ça. Non. Je me suis fait dépouiller. Ça s'appelle dans le cululu. Ensuite, donc j'ai rien pu faire parce que j'avais été dépouillé, et donc là je rejoue et je ne peux rien faire parce que je tombe sur un bateau trop fort. Oui. T'es sûr que je vais pouvoir remonter dans la partie? Oui, parce que tu vas piocher des cartes la carte action que tu as pioché derrière peut potentiellement. Nous, on va se faire défoncer. Et puis là... Enfin, en sachant que vous en avez 2, 3 en main, c'est. Ouais, mais tu sais pas ce que c'est, il y a de tout. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que Alexis s'est beaucoup acharné sur toi. Moi, je suis en train de monter en puissance, et là, moi, potentiellement, au prochain tour, j'allais commencer à batailler pour essayer de sortir un peu Alexis de la course. Donc, bah, c'est ça. Quand tu joues à plusieurs joueurs, tu as aussi l'effet de il y en a un qui part trop bien, donc tu as toujours un qui va essayer de pourrir l'autre. D'accord. Et toi, si tu la joues profil bas, tu peux espérer remonter sans que. Ok. Parce que là, bon, malheureusement, on l'avait dit, on ne pourra pas faire une partie complète, on va être obligé de s'arrêter au bout de 3 tours. Mais on a bien vu, si on s'arrête maintenant, tu as 2 points de victoire. Toi, tu en as 2 aussi. Non, et là, j'en ai 3, moi. T'en as 3, pardon, j'en ai que 4. Mais effectivement, tu vois, il n'y a que 2 points de victoire de différence entre toi et moi. Et finalement, sur. Ce qui représente le double. Oui, mais au bout de 3 tours, mais tu regardes, au bout de 3 tours, s'il vient qui m'attaque ou qui me détruit un port, on repasse au même nombre. Si toi, tout à l'heure, tu reprends un membre d'équipage, l'air de rien, tu as un bateau. Comme ça se joue finalement que au point de victoire, le fait d'avoir eu pas mal de thunes et pas mal d'équipage, certes, j'ai l'impression d'avoir un bateau bien rempli, mais j'ai pas beaucoup plus de points que toi ou que Fred, quoi. Donc je pense que au bout de 3 tours, on peut pas vraiment. On peut pas déterminer. Non, puis surtout que toi, ton personnage fait que tu peux pas perdre de membres d'équipage. Moi, je peux en perdre sur des rencontres hasardeuses. Un gros bateau qui m'apporte des points m'en décime pas mal. Donc, si, il est plutôt bien foutu, bien équilibré. Effectivement, on a bien l'ambiance avec le à terre et en mer, où il faut faire des choix et où il faut essayer d'anticiper bien ou comme moi, comme un pied, les décisions de l'adversaire. Et heureusement d'ailleurs, parce que si en plus c'était tombé juste. Mais j'avais vu que tu étais mal parti et en vrai j'avais fait exprès. En tout cas, donc Brigantin, on vient de faire un début de partie en direct. On va tout à l'heure revenir vers toi, Fred, pour en savoir un peu plus. Là, on va montrer les images et on va savoir un petit peu tout l'historique de ce jeu. Mais pour l'instant, on va devoir faire la première pause musicale de l'émission. Pensez à ces gens qui ont les oreilles pleines de pirates. Et justement, on va s'écouter, pour rester dans le thème, Olivier Ruiz qui va nous chanter Le Pirate. Retrouvez Des Luttes et des Plumes sur les réseaux sociaux, facebook.com/DLDP56. Des Luttes et des Plumes, on est ensemble en direct jusqu'à 22h. On vient de faire un début de partie de Brigantin, le jeu de pirates de Fred, qui se joue dans une ambiance caraïbe, en mer, sur terre. Enfin voilà, on est des pirates et on essaye de conquérir les eaux, comment on dit, caraïbéennes. Ça se dit, j'ai fait L, je peux dire ce que je veux. Je vais te laisser tout seul. Là. Il paraît qu'en L, on a le droit de dire les mots qu'on veut, je dis cela. Voilà. Et donc, Fred, toi, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus et m'éviter de dire des conneries et d'inventer des mots pour nous parler de ton jeu. Comment toi, t'es arrivé dans le monde du jeu? Comment t'as eu l'idée de créer un jeu? Alors, l'arrivée dans le monde du jeu, d'abord, donc,
ça remonte à longtemps. Quand j'étais petit, déjà, je jouais beaucoup à des jeux de société avec les cousins, cousines, avec les potes aussi. Je me souviens quand on allait jouer chez les uns, chez les autres. On avait le droit de jouer un peu à la console, et puis après, t'avais la mère de l'un ou de l'autre qui arrivait. Non, c'est fini. Alors, on arrête les écrans. Voilà, on arrête les écrans. Donc, du coup, on partait soit sur. On jouait dehors, soit on faisait pas mal de jeux de société aussi. Donc là, on était plus sur du Magic ou des jeux plus classiques, quoi. Mais donc, déjà, tu vois, je commençais pas mal à jouer. Et puis après, là où je suis vraiment entré dans le monde du jeu, c'est mon père avait acheté les Colons de Catane. Donc j'ai commencé par ça. Après, il y a eu les Aventuriers du Rail derrière. Donc tu vois, c'est des jeux assez accessibles et qui, au final, pour beaucoup de monde, je pense que ça a été ça servi de tremplin, leur porte d'entrée. Il y a beaucoup de gens. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser pas mal aux jeux qui pouvaient se faire. Et puis, il y a une boutique qui a ouvert à peu près dans ces mêmes moments-là, tu vois, sur Cherbourg. Donc là, du coup, j'étais allé faire un tour, puis du coup, en discutant, tu vois, puis alors là, c'était fini, quoi. L'embrayage était parti. Ça y est, t'étais mordu. Et puis j'étais mordu, quoi. Et le fait d'avoir eu envie, toi, de créer un jeu, en fait, parce qu'on pourrait se dire, après, je vais en boutique, comme tu disais, je vois tous ces jeux, je me rends compte qu'il y en a déjà plein. Et pourquoi tu as eu envie de créer le tien ? Alors ça, c'était beaucoup plus récent, puisque ça remonte à décembre 2015, quand j'ai commencé à travailler sur celui-là, donc ça fait un peu plus d'1 an et demi. Et là, pour le coup, alors c'était pas du tout pareil. J'étais pas du tout parti à la base dans le principe de créer un jeu. J'étais plus parti sur le départ, tu vois, j'avais des petites idées à droite à gauche en me disant tiens, ce serait bien d'avoir un jeu qui fait ça, 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 ça. Et en fait, j'étais plus à la recherche d'un jeu qui faisait ça en fait, par rapport à un petit liste que je m'étais faite. Et puis, en fait, j'en trouvais pas. Je trouvais pas de jeu qui correspondait à ce que je recherchais pour ce thème bien précis. Et à peu près au même moment, j'ai commencé à prendre connaissance de l'existence du crowdfunding. Et en fait, ça m'a donné l'idée, en fait, il n'y a pas besoin d'être professionnel dans le monde du jeu pour créer un jeu, en fait. Parce que tu vois, je pensais un peu que le monde du jeu, c'était un monde vraiment très professionnel, où il fallait vraiment... c'était un métier de créer un jeu, que c'était... ce qui est le cas. Ce qui est le cas, mais je veux dire, pour moi... J'allais dire, les éditeurs là, doivent être heureux. Oui, mais dans le sens... pour moi... tu pouvais pas le faire autrement en fait. Mais pour toi, tu te disais, si j'ai pas un appui d'éditeur, c'est impossible. Et là, tu t'es rendu compte que finalement, ça. Pour moi, je m'étais dit, des gens qui créent des jeux, il doit y en avoir plein qui font ça par plaisir, par passion, et au final, qui aboutissent pas. Et en fait, j'avais aucune connaissance sur la chaîne qui suivait derrière. Et pour moi, en fait, c'était pas possible si t'étais pas déjà dans le monde du jeu de pouvoir créer un jeu en fait. Et c'est là en fait quand je me suis aperçu que des personnes en fait pouvaient le faire de leur côté. Que là ça m'a dit si je trouve pas un jeu qui correspond à mes attentes dans ce domaine-là, parce qu'après vu que je suis un gros joueur, je joue à pas mal de jeux à côté, c'est pas un souci. Je m'étais dit pourquoi j'essaierais pas en fait. Et au départ c'était plus des idées que je notais à droite à gauche en fait, quoi. Tu vois, ça a pris longtemps, ça a pris à peu près 1 an entre le fait que je passe de l'idée au prototype, donc vraiment à ce que je commence à faire des cartes, à retranscrire ce que je voulais faire. Donc au départ, c'était vraiment juste une idée à droite à gauche où je notais des idées. Et justement, le fait de commencer comme ça en notant donc toutes tes idées, en te disant finalement on est capable, un peu tout le monde peut le faire. Est-ce que tu t'es quand même retrouvé confronté à des difficultés, ou est-ce que tu t'es dit toutes mes idées doivent rentrer dans mon jeu, ou est-ce que tu t'es dit finalement si je trouve pas de jeu avec toutes ces mécaniques là, c'est peut-être que qu'il y en a trop et qu'effectivement qu'on peut pas tout mettre dans un même jeu. Oui, alors après. Au départ, faut vraiment voir ça comme un très gros fourre-tout. C'était un très gros brouillon au départ. Je te dis, c'était vraiment des idées à droite à gauche, donc il y en avait vraiment plein qui étaient mises et qui n'avaient pas forcément de rapport les unes avec les autres. Moi, j'ai une idée justement, une question, je veux dire par rapport au départ. T'es parti de la thématique ou d'une mécanique ? Je suis parti de la thématique. C'est ça qui t'a donné envie. T'avais envie de faire un jeu sur les pirates, en fait. C'est ça. En fait, j'aimais beaucoup cette ambiance-là et je suis parti entièrement de la thématique pour créer la mécanique derrière. Et en fait, les critères que je recherchais par rapport au jeu, c'était pas des critères mécaniques en fait. C'était par rapport à des choix du nombre de joueurs, puisque, en fait, j'étais parti sur le fait que je voulais un jeu qui puisse se jouer à 2, mais aussi à plus, et un jeu stratégique en fait. Et souvent, les gros jeux stratégiques, dans le domaine des pirates en tout cas, c'est intéressant quand t'es plusieurs, mais quand t'es que 2, c'est un petit peu plus light, ou au contraire, t'en as qui sont très concentrés pour jouer à 2, et dès que tu joues à plus, c'est pas possible, ou alors ça rend moins. Et donc j'étais plus vraiment parti dans une optique de vouloir faire un jeu qui puisse se jouer dans différentes configurations. Et l'autre grosse recherche que j'avais, c'était je recherchais un jeu avec un matériel simple en fait. C'est-à-dire que les gros jeux stratégiques, la plupart du temps, tu as un plateau énorme avec énormément de jetons, tu as plein de pions, tu as plein d'accessoires. Et en fait, je voulais un jeu qui soit plus
facilement transportable, plus accessible, constitué uniquement de cartes en fait. Format jeu de cartes. Format jeu de cartes. Ouais. On voit ça de plus en plus, notamment avec le système qu'on a vu là avec Star Realms, avec Epic, avec des choses comme ça, où tu achètes ton paquet de cartes et puis tu as tout ton jeu avec une rejouabilité dedans. C'est ce qui coûte le moins cher à fabriquer aussi. Les cartes. Bien sûr. Donc c'est dans le monde du jeu, les dés tout de suite ça coûte un petit peu plus cher, les pions aussi. Donc voilà, finalement, d'avoir un jeu qu'avec des cartes, c'est aussi ça, moins cher en coût de production. Au final, en coût de production, mais aussi, pour moi, quand j'ai fait les différents prototypes, tu vois, c'était beaucoup plus facile de pouvoir les faire aussi. Bien que maintenant, tu as beaucoup de sites qui permettent d'acheter des accessoires justement pour créer des jeux. Tu as beaucoup de choses qui se sont faites par rapport à ça. Mais tu vois, c'était aussi beaucoup plus simple pour moi de créer un truc facilement accessible lors de la création du jeu, quoi. Et dès le départ, quand tu as commencé à créer le jeu, enfin ton prototype, est-ce que tu t'es dit d'abord je le crée pour moi, ou est-ce que tu t'es dit j'ai envie de créer un jeu pour les gens, pour le public? Est-ce que tu avais déjà dans l'optique de le montrer et de le faire jouer Alors de le montrer et de le faire jouer, oui, mais pas à cette ampleur en fait. Tu vois, au départ c'était juste j'étais content d'avoir ce que je voulais, donc j'ai attendu pas mal de temps quand même avant de le montrer. Et après, je l'ai d'abord montré à la famille, donc à mon frère, à ma copine. Et donc, je l'ai montré vraiment dans le cercle familial au début. Après, j'ai commencé avec les potes. Donc là où j'ai commencé à avoir des retours en fait, qui étaient intéressants et prometteurs par rapport à ça. Parce que quand tu as une idée et que tu la retranscris après en réel, des fois, ça marche pas du tout. Hein. Donc, non, c'est clair. Il faut savoir que le jeu a énormément évolué. Il a beaucoup bougé. Et en fait, le fait de leur faire tester à des potes qui m'ont dit bah ouais, le jeu on le trouve cool, il y a du potentiel et tout. Là, tu vois, c'est là que je me suis dit je pourrais peut-être essayer plus et aller plus loin. D'aller encore plus loin. Les critiques sont pas trop dures à prendre quand c'est son premier bébé et qu'on y croit. Parce que en fait, la communauté des joueurs est sympa en ça, tu vois. Donc à partir de là, j'ai eu des retours négatifs, comme pas pour tout projet, je pense, mais qui étaient constructifs, tu vois. Ouais. J'ai pas aimé le jeu parce que ça et ça, ou j'ai bien aimé, mais il manque un truc, ou j'ai trouvé ça, mais je sais pas, ça me bloque un peu, tu vois. Et en fait, avoir des retours comme ça, c'est aussi très intéressant parce que c'est ça qui te permet de faire évoluer le jeu, en fait. Et le fait d'être parti d'une thématique à la base, est-ce que tu te dis maintenant quand tu vois ton jeu que tu aurais pu en fait l'adapter sur n'importe quelle thématique, ou est-ce que tu restes attaché à ton idée de départ? Comme je disais au début, en fait, la mécanique du jeu vient de la thématique. Donc à partir de là, j'ai pas du tout envie de rechanger la thématique. Pas une remise en question, quoi. Non, pas du tout une remise en question sur l'univers choisi. Puisque tu vois, à chaque fois que tu joues, tu choisis de jouer à terre ou en mer, donc déjà tu as un peu le côté les deux environnements possibles. Le fait de recruter des membres d'équipage, c'est ce que j'aimais beaucoup aussi, le fait de pouvoir te constituer ton propre navire. Tu parlais d'Assassin's Creed Black Flag, j'ai adoré le jeu, tu vois, et au départ j'étais parti là-dessus, j'étais plus parti aussi sur le fait d'améliorer son navire, tout ça, et au final ça devenait trop complexe et je me suis vraiment recentré sur l'équipage et le fait de construire soi-même au final son équipage, son navire, pour ensuite l'utiliser pour attaquer derrière. C'est ce qui me plaisait vraiment en fait. Et puis l'univers de la piraterie, j'adorais ça. Donc d'avoir des pertes parce qu'on retrouve, si j'y ai pensé, c'est effectivement avec les ports, avec les tours. Tu disais l'équipage que quand tu vas attaquer, c'est pas parce que tu es le plus fort que tu t'en sors indemne. Et moi, c'est ce que je préfère, les jeux qui partent d'une thématique, parce qu'au moins la mécanique elle est réfléchie en fonction d'eux. Donc derrière, quand tu joues, tu te retrouves pas avec un jeu plaqué sur un thème. T'es dedans, quoi. Ça fonctionne, c'est cohérent. Ouais, là, en l'occurrence, ça l'était complètement. Tu disais tout à l'heure en présentation, justement, pour parler des dessins, des illustrations. C'est qui t'a aidé pour les illustrations? Alors, donc c'est un ami d'enfance qui s'appelle Pierre, que je connais depuis super longtemps, depuis la maternelle. Donc, tu vois, c'est vraiment l'ami d'enfance de très longue date et qui lui est dans le monde du dessin. Dans le monde de l'illustration. Et en fait, au départ, le premier prototype que j'avais fait, tu vois, c'était juste sur le papier canson en fait. J'écrivais le nom des cartes sur le papier canson, puis j'avais une feuille à côté sur les effets des cartes et tout. Et donc entre potes, c'était très bien parce que ils sont compréhensifs, tu vois. C'est ton cercle d'amis, donc ils se mettent dedans, ils font l'effort et tout. C'est ce que dès que j'ai vu qu'il y avait du potentiel et que je pouvais éventuellement le faire jouer à d'autres personnes.
là, ça devenait compliqué de les faire jouer sur des feuilles de papier canson, tu vois, sans aucun design, sans rien. Donc là, j'ai demandé à mon pote s'il était partant justement pour illustrer mon jeu. Puis il m'a dit bah ouais, écoute, en ce moment, j'ai du temps, ça m'intéresse bien, donc carrément, c'est parti quoi. Et donc du coup, c'est lui qui gère toute la partie illustration. Et il y a combien de cartes ? Il y a 110 cartes en tout. 110 cartes, d'accord. Alors, pas toutes différentes parce que les canonniers sont tous les mêmes, les maîtres canonniers aussi, mais je vois les capitaines sont tous différents, les ports, enfin voilà, les bateaux, donc il y a quand même eu pas mal de taf. Ah oui, il y a eu énormément de boulot et il a fait du très bon boulot d'ailleurs, surtout à chaque fois c'était des périodes un peu de rush on va dire parce que on avait essayé de fixer des deadlines, tu vois, au départ en mode bon bah voilà. À telle date, je vais présenter à tel assaut, donc du coup, ce serait cool si ça, c'était fait, ça, tu vois. Et puis, alors lui, il était, bah ouais, d'accord, on va faire ça. Et puis au final, on fait un truc, tu te rends compte, résultat, non, c'est pas forcément ce qu'on pensait, tu vois. Donc, ça a beaucoup évolué. Et puis, Votre relation aussi, ou ça va ? Non, ouais, ça va, ouais. Non, mais ça pourrait. Hein. Ouais, ça pourrait, c'est un peu le risque quand tu fais ça, mais enfin voilà, comme je disais, c'est vraiment un ami de très longue date avec qui je m'entends très bien. Donc, oui, tu vois, on s'est un peu. Des fois, on n'était pas d'accord. C'est arrivé qu'on tourne en boucle sur certains sujets, enfin des trucs tout bêtes. Mais par exemple, le nom du premier lieutenant, on n'était pas du tout d'accord pour l'appeler le premier lieutenant, tu vois. Et moi, au départ, c'était le maître d'équipage que ça s'appelait. Je voulais rester maître d'équipage. Sauf qu'on trouvait que ça faisait un peu trop redondant par rapport au maître canonnier. Et du coup, on voulait trouver autre chose que maître. Et lui, il me disait, bah ouais, premier lieutenant, second. Enfin, tu vois, il me proposait plein de trucs par rapport à la thématique. Et puis, j'étais assez accroché, tu vois, maître d'équipage. Donc, on a pas mal débattu pendant un moment et tout. Puis après, j'ai fait, ouais, bon, d'accord, ok, c'est bon, on y va, quoi. Mais c'est pas mal aussi parce que il faut trancher. Et puis, et c'est bien d'avoir un avis extérieur aussi, tu vois, d'avoir un deuxième avis franchement, évoluer à deux sur le projet, ça bien, aide aussi des fois. Ça aide parce que des fois, t'as pas le recul nécessaire ou quoi, et avoir un avis extérieur derrière. Et pour donner son avis, est-ce que c'était juste sur des choses, quand je dis anecdotique, c'est entre guillemets, c'est sur un nom de carte ou sur quelque chose, ou parce que toi, on a compris que la thématique, l'univers t'intéressait à la base, donc c'est quelque chose, on imagine, sur lequel tu t'es renseigné et qui te plaisait déjà. Et est-ce que lui avait la même passion ? Est-ce qu'il avait la même envie, ou est-ce qu'il a dû se documenter, ou est-ce que... Alors, se documenter, oui, parce que par exemple, tout ce qui était navire ou port, il a dû... D'ailleurs, donc là, si on a montré quelques illustrations à la vidéo, je précise que c'est des illustrations qui ne sont pas finies, qui ne sont pas abouties, qui ne sont pas définitives. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont inspirés de tableaux déjà existants, en fait, parce qu'il s'est appuyé sur des tableaux historiques existants pour redessiner derrière, notamment les navires, puisque autant certaines cartes actions ou les équipages, ils pouvaient se permettre de faire certaines choses, de les créer. Ouais. Autant les navires, c'était plus compliqué déjà. Représenter un navire et tout, il lui fallait du modèle. Donc il s'est pas mal inspiré de modèles pour les faire. Et donc là, pareil, ces modèles vont évoluer lorsqu'on va tenter de partir sur quelque chose de plus définitif, quoi. D'accord. Mais alors, oui, il a eu une grosse phase de documentation avant sur... j'imagine... Pareil, parce qu'en fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que je lui avais listé toutes les cartes. Donc avec les noms et puis ce que je voyais, moi, ce que j'imaginais comme illustration. Alors il y en a certaines où j'avais pas d'idée, donc je lui mettais juste des points d'interrogation et puis c'était débrouille-toi. Si t'as un truc qui te botte, fais-le, quoi. Et puis pareil, il y a des trucs que j'avais notés dont il a pas pris compte parce que lui il a trouvé de meilleures idées derrière, il a réussi à faire quelque chose qui collait plus au thème. Ouais, il arrivait quand même à s'approprier des trucs et à te faire des propositions. Oui, il arrivait à s'approprier le truc et il l'a super bien fait, quoi. Alors, on a l'habitude dans l'émission de faire plusieurs sessions comme ça d'interviews, de revenir vers toi régulièrement. Et on est obligé d'entrecouper parce que, comme je le disais au début de l'émission, on est quand même pris par le temps, malheureusement. Et dans l'émission, on a aussi des présentations de jeux qu'on fait nous-mêmes. Et là, je vais vous parler, moi, d'un jeu. Alors, encore une fois, comme il n'y a pas Damien et que Damien reviendra certainement pas avant septembre, on n'a pas les petits jingles qui vont bien avec toutes les présentations parce que Louis, ça, il le fait pas. Hein, Louis ? Il serait temps qu'un peu tu te sortes les doigts. Oui. Non, je bosse sur d'autres trucs. Ça me prend du temps, les vidéos. Tout à fait, ouais. Les vidéos, ça prend du temps. Mais donc, c'est pas grave, on va faire les présentations quand même. Je vais vous parler ce soir d'un jeu qui s'appelle Horreur à Arkham. Alors, Horreur
à Arkham. Des jeux sur Cthulhu, il y en a eu beaucoup, il y en a eu plein, des jeux de plateau. Cette fois-ci, c'est pas un jeu de plateau parce que justement, ce qu'il a en particularité, c'est que c'est un jeu de cartes. C'est Horreur à Arkham, le JCE. C'est un jeu de 2016 qui a été réalisé par Nate French, Matthew Newman, qui a fait aussi par exemple Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars en JCE également. Alexis, JCE, tu peux m'expliquer ? J'allais y venir, justement. Je termine d'abord parce que c'est édité chez Edge, distribué par Asmodée pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Pour des parties, ils disent de 90 minutes. Alors 90 minutes, à mon avis, c'est si vous connaissez bien le jeu, mais prévoyez un petit peu plus de temps pour toute cette gamme-là. Alors oui, je vais t'expliquer ce que c'est un JCE, parce que un JCE, c'est quelque chose de totalement différent d'un JCC, par exemple. Ah ouais, là, c'est intéressant. Un JCC, c'est un jeu de cartes à collectionner. Par exemple, comme Magic, tu vois. On achète des paquets, puis on ne sait pas ce qu'ils vont contenir, et puis on joue, on essaye d'avoir la plus grosse que son copain, ça coûte un bras, puis voilà, il faut continuer d'acheter. Enfin voilà. JCC, moi, c'est pas mon kiff. JCE, c'est un jeu de cartes évolutif, et c'est la grosse différence. Quand on achète un paquet de cartes, on sait exactement ce qu'il va contenir, et s'il sera assez intéressant pour notre jeu. Souvent, ça va être des cartes qui vont proposer une suite de scénarios. On peut retrouver ce principe dans tous les styles d'univers. Il y a des JCE sur Star Wars, je l'ai dit, sur Le Seigneur des Anneaux, sur Le Trône de Fer, ou là, avec Horreur à Arkham, sur l'horreur, justement. Alors, comme dans tous les jeux sur Cthulhu, dans celui-ci, on va combattre les grands anciens. On possède un paquet de cartes, un deck qui est propre à son perso. Dedans, on va avoir des cartes équipement, des cartes soutien, même des cartes faiblesse, parce que nul n'est infaillible. Et puis, suivant le scénario choisi, on aura aussi des cartes spécifiques qui vont concerner les lieux ou les monstres qu'on va rencontrer. Et puis après, les parties vont changer parce que les cartes ne sortiront pas toutes de la même manière. À nous d'essayer d'optimiser notre main suivant les bons ou les mauvais tirages. Parce que des fois, on tire les cartes et on aimerait bien avoir ce fusil qui n'arrive pas parce que dans notre deck, il est placé bien. Il faudra se démerder avec les cartes qu'on a. Les cartes vont pouvoir servir soit en se posant devant nous et avoir un effet permanent. J'ai ma carte fusil, je la pose et mon fusil va pouvoir me servir tant qu'il y aura des munitions au hasard des rencontres. Ou alors elles vont aussi pouvoir servir pour les icônes qu'elles possèdent et elles auront un effet immédiat sur une résolution de situation. Ah là là, j'ai besoin de plus de force, j'ai une icône force sur ma carte, je la défausse et je rajoute plus 1 à ma compétence de force. Donc au lieu de 3, j'aurai 4 peut-être. Et donc pour le jeu, on va avoir 3 actions. C'est facile, soit on se déplace, ou on combat, ou on se stuff. On se stuff, c'est-à-dire on pose des cartes pour essayer de devenir un gros bill, de devenir très fort. À condition d'avoir des ressources, bien sûr. Parce que les cartes, c'est pas gratuit. Il faut les acheter aussi, comme les membres d'équipage. Ouais. On peut aussi choisir dans les actions de récupérer des cartes jetons. Enfin, on a pas mal d'options, mais on pourra en faire que 3. Les 3 mêmes ou pas, ça c'est nous qui choisissons. Et le système de jeu est vachement bien optimisé parce que face à toutes les situations, que ce soit un combat ou autre, on va savoir quelles compétences entrent en jeu, la valeur de difficulté de l'épreuve, ainsi que notre propre valeur face à cette compétence. Comme je disais tout à l'heure, tiens, il va y avoir un truc, une compétence de force. Il faut associer des caractéristiques. Voilà, moi j'ai 3 en force, je sais que la valeur c'est 5. Si je l'affronte comme ça, j'ai aucune chance de la battre. Donc il va falloir que je défausse des cartes pour arriver à plus 5. Et même comme ça, est-ce que je vais réussir ? C'est pas sûr. Parce que il va ensuite falloir piocher un jeton qui va nous donner la variation de difficulté de l'épreuve et qui sera souvent plus dur ou des fois plus facile, mais souvent plus dur quand même. C'est, je vous rappelle, Arkham quand même. Oui, c'est pas un jeu de bisounours là. Non, c'est ça. Et donc, à nous d'essayer d'anticiper au détriment de cartes qui auraient pu nous servir, mais qui vont venir nous stuffer notre compétence. Et donc voilà. Et on pioche un simple jeton, pas de lancer de dés. Tout est indiqué comme ça, pas de dés. J'ai une compétence à 5, je réussis à mettre 7 dedans. Je pioche mon jeton, le jeton dit plus 2. La compétence passe à plus 2, 5 plus 2, 7. Ouf, j'avais anticipé. Je suis à 3, elle est à 2, je pioche un plus 2, je l'ai quand même dans le baba, quoi. Donc tout est géré comme ça, de manière très très facile, très très simple. Chacun avec son deck et ses propres choix. C'est un jeu coopératif, il se joue à 2. Il se joue en dialoguant parce qu'il faut vraiment savoir comment on fait, comment on va réussir à s'en sortir face à ces monstres qui arrivent et qu'il faut quand même continuer à avancer, à progresser dans l'histoire et à progresser dans les différents lieux. On a une réelle immersion dans l'univers. Il y a
multiples scénarios. Il y a déjà 3 scénarios dans la boîte de base et puis plein d'extensions qui sont sorties pour continuer d'agrémenter ceci. Un principe scénaristique assez sympa, puisque en fait on a des cartes intrigue et des cartes actes, et au fur et à mesure des tours qui passent, on va poser des jetons sur l'acte qui est en fait l'avancée du mal, on va dire. Donc il y a des petits textes d'ambiance, puis dès qu'on atteint 3 jetons, on retourne la carte, il y a une nouvelle chose qui se met en place. Et pareil dans les cartes intrigue, à nous sur les lieux de récupérer des indices, et puis quand on a un certain nombre, on peut retourner la carte intrigue. Donc on a bien conscience qu'il faut vite retourner nos cartes à nous avant les cartes du mal, même si c'est pas évident. Donc voilà. Et comme je le disais plus haut, on sait ce qu'on achète. Si je veux telle carte qui est présente dans telle extension, eh ben j'achète le paquet de l'extension et je suis sûr de l'avoir. Pas de frustration, pas de spéculation. Seul bémol par rapport à un jeu comme celui-ci, c'est la mise en place. Ah oui. Par rapport à telle partie, il faut trouver les cartes spécifiques à la partie. C'est les cartes numéro un tel, avec ce petit symbole. Alors ça peut être long si on est bordélique et qu'on a rangé toutes ces cartes comme ça. Ça peut être très rapide si on est super bien organisé et tout est bien rangé comme j'ai l'habitude de le faire. Mais dans ce cas, c'est le rangement qui est long parce qu'il faut ranger toutes ces cartes en les intercalant comme il faut. Donc de toute façon, voilà, c'est un jeu où il faut prendre le temps. Parce que, comme un bon film, il faut se mettre dans le fauteuil, savoir qu'on va vivre une aventure, qu'on va se laisser guider, se laisser bercer, et que de toute façon, il y a de grandes chances que de toute façon, à un moment, on meurt, quoi. Donc, alors, moi, j'adore, hein, surtout le côté scénarisé. Comme presque tous les jeux coop, en fait. À chaque fois que tu joues à un jeu coop, souvent, tu te fais éclater, quoi. Non, mais c'est ça. C'est vraiment étudié pour y revenir. Il y a différents degrés de difficulté. Les jetons que je disais qui vont servir à donner plus ou moins fort au niveau des épreuves, on peut les agrémenter pour rendre une partie facile, moyenne ou hardcore. Voilà, il n'y a pas encore de mode survival avec que des plus 8, tu vois. mais on pourrait y penser. Et puis il y a un principe qui dit scénario, dit aussi avancée scénaristique, donc dans l'histoire. Et un principe un peu RPG parce que son deck, on va pouvoir l'augmenter à la fin d'une histoire, on va gagner des points d'expérience. Ces points, on va les dépenser dans des nouvelles cartes on a 60 cartes à la base, mais qui vont permettre d'en remplacer certaines ou de venir, on devra s'en défausser d'autres, mais on se dit celle-là finalement elle sort pas. C'est génial ça. Et donc son deck va devenir de plus en plus puissant avec toujours le côté aléatoire de je l'ai enfin ce fameux lance-flamme mais sur 60 ça peut être la 60e carte et t'as beau l'avoir, il sort toujours pas. Du coup c'est toi qui choisis tes cartes d'une partie sur l'autre ou c'est les extensions justement qui vont te forcer à former ton deck en fait Alors au départ, on te donne un deck préconstruit, si tu veux te lancer direct. On t'explique comment créer tes propres decks, donc tu peux les créer aussi de A à Z. Et après, de toute façon, le seul impératif, c'est le nombre de cartes dans ton deck. Mais après, tu choisis vraiment les cartes que tu veux parmi celles-là. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, tu peux agrémenter vraiment. Il y a, si je dis pas de conneries, parce qu'on a toujours joué avec... quand tu joues à 2, tu joues qu'avec 2 investigateurs. Mais il y en a 6 dans la boîte de base, plus des nouveaux arrivés. Chacun avec ses propres capacités, caractéristiques et ses propres cartes aussi qui lui sont propres. À savoir, il y en a un qui a un pistolet, il y en a une qui a une amulette. Donc chacun ses compétences et ses capacités. Non, vraiment. Horreur à Arkham, on est loin de la spéculation d'un Magic. Alors c'est pas du tout le même jeu et la même partie, hein. Mais là on a un côté scénarisé qui moi me parle plus. On a un côté spéculation de cartes qui n'entre pas en jeu sauf quand il y aura plus d'extensions et que toi tu les posséderas, mais on en est loin encore. Donc voilà, moi j'aime me laisser guider par un jeu, j'aime rentrer dans une histoire et là j'ai trouvé une petite pépite, quoi. Il n'y a pas un petit côté aventure dont on est le héros aussi un petit peu dans le... Ah si, parce que quand tu choisis tes cartes, quand elles sont face à toi et qu'il faut choisir est-ce que je vais à droite, à gauche, est-ce que je vais d'abord ici, c'est totalement ça en fait. Tu choisis, tu crées ton chemin. Un peu à la Time Stories. Un peu, ouais. Il y a un petit côté complètement différent. Non, mais bien sûr, mais comme en plus les cartes souvent sont en nombre supplémentaire, c'est-à-dire si tu arrives dans une forêt et qu'il y a 6 cartes forêt que tu vas pouvoir explorer, et ben en fait dans l'histoire il y en a 8 ou 9, c'est-à-dire qu'il y en a toujours 3 qui seront mises de côté et que peut-être quand tu vas refaire la partie, ça sera 3 nouvelles, donc dès que tu n'auras pas encore vu, elles seront pas placées pareil parce que tu les mets face cachée d'une certaine façon et donc tu peux pas te dire je vais aller à l'est, c'est sûr je vais avoir mon couteau parce que non, c'est pas du tout la même carte, quoi. Et niveau rejouabilité du coup niveau rejouabilité du coup, à part le petit côté scénario où tu connais un petit peu le côté
tiens, je sais que si je fais telle action, je risque de perdre un petit peu de points de folie parce que j'ai bien vu. Mais où ça, tu ne l'auras plus, parce que tu ne feras plus la même erreur. Mais sur les cartes, comme elles ne seront pas placées pareil, que tu peux rejouer avec un nouvel investigateur qui va partir avec des nouveaux objets, un nouveau deck. C'est ça, un nouveau deck. Et voilà, donc rejouabilité excellente à mon sens, quoi. Le côté scénario aide à te plonger dedans, mais n'est pas du tout un frein au fait que quand tu le connaisses... tu prends pas autant de plaisir. Ouais, c'est ça. Quoi. C'est ça, c'est pas sixième sens, quoi. Et tu disais... Ou quand tu l'as vu, tu l'as Alerte vu. spoil. Tu disais ça joue à 2, que à 2 en fait. Ça se joue à 2, ça peut se jouer à 4 avec 2 boîtes de base. Pour avoir plus de cartes, mais à la base. Oui, parce que tu peux choisir, tu as 6 personnages. Même s'il y a 6 personnages, on ne peut pas jouer à 4 avec une seule boîte. Mince alors. Non, c'est prévu pour. C'est un jeu à 2. D'accord. Et tu me parlais aussi des extensions sur les scénarios. Et oui. Donc ça, il faut débourser un petit peu d'argent. Alors. Oui, un petit peu. Pas grand-chose, parce que tu vois, chaque extension qui est sortie avec son propre jeu de cartes. Donc là, tu vas avoir un nouveau scénar dans l'extension. Un nouveau scénar, peut-être des nouveaux équipements, c'est ça, des nouveaux persos, et des nouveaux lieux, des nouveaux monstres. Et ça coûte une quinzaine d'euros pour que je dise pas de bêtises, il y a un tas de cartes à peu près comme ça, donc il y a peut-être 90 cartes, quoi. Ouais, un truc comme ça. J'allais dire entre 60 et 70. Voilà, une quinzaine d'euros par extension, en sachant que tu vois avec. On va revivre une aventure complète, quoi. C'est exactement ça. Non mais que ça te permet une grosse rejouabilité. Comme ça se joue à 2, pour peu que tu aies un pote avec qui tu aies déjà commencé à foutre sur la gueule aux anciens, ça te fait que 7,50 €. Une extension qui va sortir, même si c'est une tous les mois, allez, 7,50 € tous les mois. Et il y en a combien aujourd'hui? Il y en a beaucoup? Aujourd'hui, en plus de la boîte de base, il reste une boîte un petit peu plus volumineuse qui s'appelle l'horreur Dunwich. Et qui est une autre histoire, un début d'histoire à part entière. Et il y a 3 extensions qui existent en paquet de cartes seules. Donc il y a déjà de quoi vivre un paquet d'aventures avec donc Horreur à Arkham, le jeu de cartes en JCE, donc en jeu de cartes évolutif et non pas à collectionner, chez Edge, distribué par Asmodée. Voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi une petite pépite, je vous le conseille vraiment, vous ne serez pas déçus. Merci Alex pour cette chronique qui donne envie. Et tant mieux parce que c'est le but. Et on va rester dans l'horreur un petit peu, dans les choses, les monstres et compagnie. On va faire la deuxième pause musicale. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir un gros plan Diane. Non, on va écouter Aldebert et la douce et jolie aussi, tiens, pour le coup, Élodie Frégé avec J'ai peur du noir. Des luttes et des plumes en direct les 2e et 4e lundis du mois sur Plume FM. Plume FM, on est en direct jusqu'à 22h, il reste à peu près 1 heure d'émission. On a eu le temps déjà de faire plein de trucs, d'écouter 2 musiques, de jouer à Brigantin, de vous présenter Arkham, le JCE, le jeu de cartes évolutif. C'est une heure de folie et ça va être une heure de délire absolu. Exactement. Et là, comme on a l'habitude depuis quelques temps maintenant qu'on a découvert le téléphone, tu vois, maintenant qu'on s'est mis à la modernité, ouais, c'est clair. On peut joindre des gens qui sont pas forcément dans le coin, mais qu'on a envie d'avoir dans l'émission. Et c'est le cas ce soir, on a appelé Fabien Bleuze, dont on a déjà parlé dans l'émission quand on avait reçu Yves Hirschfeld, je vais m'en sortir, et qui est son comparse. Ça va Fabien ? Écoutez, ça va les amis, je suis pas avec vous, je suis juste au café d'en face. C'est toi qu'on voit là-bas nous faire des signes et nous envoyer de la lumière. Donc nous on est très heureux de t'accueillir dans l'émission Fabien parce que tu fais partie des auteurs qu'on apprécie aussi bien en termes de jeux, enfin à chaque fois nous on s'est fendu la gueule quand on a joué à tes jeux, et qu'on apprécie aussi en termes de personnes parce que pareil, quand on te suit sur les réseaux sociaux ou autres, on sait qu'avec Yves vous n'êtes pas les derniers à vous poiler un petit peu et à profiter de la vie, et je trouve que c'est bien pratique et que c'est bien utile. Ce qui fait un point commun entre nous deux, je m'apprécie beaucoup aussi. Tu t'apprécies, ouais, c'est parfait. En tant qu'auteur ou en tant que personne ? En tant que moi-même, voilà.
Donc, ouais, on a eu la chance de tester dans l'émission. Alors, quand je dis tester, en fait, de jouer en direct à des jeux que tu avais créés avec Yves. On a notamment joué à Ta Gueule, on a joué à Trocon, on a joué à. Nous, me semble-t-il. Comment? Au GNU également. Oui, GNU. Ouais, comment j'ai adopté un GNU et comment j'ai adopté un dragon. Et là, on n'a pas encore joué à votre dernier jeu, mais parce qu'on n'a pas encore eu le temps et que on a eu des invités qui avaient leur propre jeu à chaque fois, parce que vous venez de sortir un jeu qui s'appelle J'adore ce que vous dites. J'aime beaucoup ce que vous dites. J'aime beaucoup ce que vous dites. Après, la même chose. La forme est là, c'est le principal. Oui. C'est un jeu pas la copie, mais dans l'idée de ce qu'on fait habituellement avec Yves. Et pour les éditions Le Droit de Perdre, hein, c'est un jeu, en fait, c'est un jeu pour pécho, comme on dit. Voilà, c'est une sorte de dating. On va essayer de se trouver des affinités avec les joueurs, qu'ils soient hommes ou femmes. On est pour pour l'amour pour tous. Oui, c'est ça. Et donc dans le principe du jeu, on a une phrase qu'on va lire qui sera valable pour tout le monde. Et pour répondre à cette phrase, on a deux opportunités. Il y a deux piles face à nous. Soit une carte face cachée qu'on prend et qu'on pose sur son front. Donc tout le monde verra l'image, parce que ce sont des photos sur les pioches. Ouais. Tout le monde verra la photo, verra l'image, et on sera le seul à pas la voir. Ou alors on prend une face visible, et donc on voit l'image et on essaye de l'argumenter et d'expliquer pourquoi elle peut correspondre en tant que réponse à la question. En fait, c'est trois piles de cartes. C'est pour avoir plus de choix. On met 3 piles, on mélange vraiment les cartes à l'endroit, à l'envers, on s'en fout. Et ensuite, on aura d'autres cartes apparentes, soit des faces apparentes. Et il y a des questions dans le jeu du genre quel est ton plus grand fantasme? Et puis on va répondre, on va essayer de s'inspirer d'illustrations pour répondre. Alors si c'est un camembert, inspirez-vous avec ce que vous pouvez. Voilà. Et donc on va choisir cette carte. Et sinon, si on n'a vraiment pas de doute, on va prendre une carte face cachée. Et puis tant pis, on verra ce qui va nous tomber dessus, quoi. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on repose la question, qu'on la met devant son front sans la regarder, et c'est les joueurs le meneur qui va décider s'il veut une explication ou pas, ou si la carte est parlante déjà d'elle-même, quoi. Donc, ouais, on comprend bien effectivement que c'est dans la même lignée, dans la même idée que vos autres jeux. C'est vraiment un jeu pour se fondre la poire, tout simplement. C'est une machine à se marrer, ouais. Tout à fait. Et puis c'est un jeu universel, parce qu'en fait, il dépend de la culture de l'image qu'on a chacun, qu'on a emmagasiné depuis des années. C'est-à-dire que bon, je vais voir un cochon, donc forcément une tête de cochon, donc je vais avoir une idée plutôt pornographique, on va dire, de la chose. Mais je peux aussi, je sais pas, mettre de côté le petit cochon rose tout mignon, la tirelire, etc. Donc c'est vraiment, on va s'approprier la carte et puis essayer de répondre, essayer d'être un petit peu malin. Et c'est comme ça qu'on gagne des points. En fait. C'est ça, on va pas la vivre de la même façon si on est le fils de Clara Morgan ou du charcutier du coin, quoi. Exactement, voilà. Quoique le charcutier du coin, je le connais bien, le petit Vislard. Ouais. Et comment un jeu comme ça, en fait, a germé dans vos idées? Comment vous en arrivez à être aussi productif et deux choses, hein, c'est la drogue et l'alcool. Après, je vois pas d'autres. Hein. Non, avec Yves, notre premier jeu, le jeu qu'on a fait ensemble, le premier jeu qu'on a fait ensemble, c'était Speech. Oui, exact. Et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, en deux mots, hein, c'est également un jeu avec lequel on va jouer avec des illustrations. On va essayer de raconter des histoires. On va prendre 5 cartes et puis on va retourner justement le fameux fromage. Et puis on va dire j'étais chez mon fromager. On va s'inspirer de l'histoire pour raconter de l'image pour raconter une histoire. Voilà, j'étais chez le fromager, puis après je retourne un autre truc et ça je vois une voiture. Puis là, quand d'un coup c'est une voiture qui rentre dans la vitrine et puis voilà, je pars dans un délire complètement. Et on s'était dit, c'est marrant parce que ce jeu avec ces illustrations, ce serait bien si on arrive à le combiner comme une sorte de speech dating, en fait. Voilà, on avait l'idée des cartes et puis on va essayer de se poser des questions et de répondre avec ça. C'est parti de là, ça a germé pendant un certain temps et puis entre-temps on a sorti d'autres jeux, on l'avait toujours sous le bras et puis quand on l'a proposé à François Langle, the boss of the droitdeperdre.com, notre éditeur du moment, François a dit banco, ça y est, ça suivait la ligne éditoriale de tout ce qu'on faisait. Ouais, c'était une suite logique. Ouais. Et vous arrivez quand même à trouver le temps de vous voir et de peaufiner vos jeux, parce que je sais que comme Yves, vous êtes quand même pas mal pris et vous avez des activités à côté. Avec Yves, on était voisins encore 2 ans. Je le vois plus maintenant qu'il est à La Rochelle que lorsqu'il habitait
à 3 km de chez moi. Non, il fait beaucoup d'allers-retours sur Paris, et puis on a Skype, et puis on fait beaucoup de salons ensemble, donc on a le temps, on s'appelle beaucoup. Voilà, on a le temps à chaque fois de... Ouais, et puis quand c'est du plaisir, on prend le temps, de toute façon, on arrive à le trouver. Oui, tout à fait. Et puis, voilà, on quitte pas l'idée, on a un truc, même si on va pas bosser dessus pendant une semaine ou 15 jours, pas pour reprendre au niveau où on était, on bosse chacun de notre côté, on se connaît par cœur, donc voilà. Et c'est vrai que vous travaillez tout le temps nu ? J'ai pas entendu, excuse-moi. C'est vrai que vous travaillez tout le temps nu ? Exclusivement. avec un bonnet et des moufles pour pas avoir froid, mais mais non, voilà, on est sur Skype, alors on peut faire ce qu'on veut, en gros. Il suffit de bien cadrer. On garde le haut. Et les chaussettes. Eh ben, en tout cas, nous, on apprécie vraiment beaucoup parce que ça nous fait bien marrer vos jeux à chaque fois. C'est comme disait Yann, c'est vraiment des machines à poilade. Chaque fois qu'on les sort, que ça soit sur des conventions, même ici quand on fait des soirées jeux, on est sûr généralement d'avoir l'unanimité. Généralement, on pécho. Ouais. Généralement, ça marche. Donc, on vous souhaite vraiment une très très bonne continuation et on espère avoir encore des choses à venir dans le futur. Pour les gens qui te suivent, nous on a eu la chance de se parler un petit peu cet après-midi au téléphone, Fabien. Donc, les questions sont pas forcément nouvelles, mais moi j'aime bien essayer, comme je te disais tout à l'heure, essayer d'humaniser les grands noms, enfin ce qui moi me semble des grands noms du monde ludique. Et donc pour les gens les superstars. Ouais, les superstars. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous donner des indications ? Non, nous chanter une chanson. Ouais. Non, nous donner un nom de film qui t'a plu récemment, un nom de bouquin, enfin des choses comme ça, donner des indications aux gens. C'est très simple. Moi, je suis un fan des films de Jacques Demy. J'adore Michel Legrand, donc forcément, je n'ai pas l'air comme ça, mais j'adore les comédies musicales. Donc, je me suis coltiné La La Land, c'était à la base quand même. Ouais. Film magnifique que je recommande à ceux qui aiment. En tout cas, c'était une bonne fête, quoi, une bonne fiesta. Ça saute dans tous les sens, ça chante, les chansons sont magnifiques, les acteurs sont superbes, c'est super bien réalisé et c'est très proche de ce que faisait Demy. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé la personne qui allait reprendre le flambeau de la comédie musicale, et c'est tant mieux parce que ça fait un petit bout de temps qu'il n'y en avait pas eu. Non, il y avait eu. Enfin, moi, Moulin Rouge, une des dernières qui m'a. Oui, mais c'était le côté Guiret en fait de la comédie musicale. Là, si vous avez 5 minutes, je fais tous les 5 premières strophes de les Demoiselles de Rochefort. Nous sommes. Non, on n'a pas le temps. Alors, sinon, au niveau des films, alors il y a ça. Quand je dis j'aime les films, c'est le dernier film que je suis allé voir quasi. D'accord. Sinon, mais j'aime aussi beaucoup Conan le Barbare, mais bon, ça c'est un autre univers. Comme dans les nous aussi on aime beaucoup Conan le Barbare, c'est vrai. Je connais toutes les paroles des chansons de Conan le Barbare. J'ai l'album. Ça fait gronf, je sais plus, un truc comme ça. Et pour finir, sinon, à part tes jeux, toi, tu joues à quoi si on devait... À part mes jeux, je joue à quoi ? Je joue à tous les jeux de Hirschfeld, qui sont magnifiques. Non, comme j'ai la reconnaissance du ventre, et je suis sincère, c'est les jeux avec lesquels je joue en famille, je joue beaucoup de jeux de cocktail game. Effectivement, Speech a été édité chez Mathieu Despnous, donc à chaque fois que je vais chez lui, je pique un jeu, et j'espère qu'il va pas s'en rendre compte. Je suis un fan, on est fan de Kaleidos. Kaleidos, qui est vraiment pour moi un jeu très drôle. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de mauvaise foi, donc c'est tout ce que j'aime dans les jeux. Et l'un de ces petits derniers qui s'appelle Imagine, qui est super aussi, avec lequel on a passé un super Noël en famille. à se marrer, à raconter des bêtises. Voilà, moi ça fait partie des bons jeux d'ambiance, et généralement je suis pas vraiment au jeu de plateau. Je suis un peu comme Yves, j'ai pas vraiment de jeux de prédilection. Voilà, on joue pas beaucoup en fait, mais c'est pour ça qu'on préfère inventer les jeux. Et pour la petite anecdote, je me rappelle un jour être allé voir Mathieu Despnous avec Yves, et on a dit on a un super jeu là, on a trouvé ça, on a vu ça sur un mariage. Alors en fait tu dois dessiner, tu dois faire deviner le mot en mimant, tu dois après le dessiner, machin et ça. Puis il nous regarde, c'est Time's Up. D'accord, ok, bon salut, on va essayer de trouver
idée. Alors. C'est la preuve que l'idée était bonne. On est arrivé trop tard. Et quand je pense que Peach devait s'appeler Dixit, Et ma toute dernière question, promis, avant de te laisser. On a su que vous aviez fait votre dernière présentation des Cocktails d'Or. C'est vraiment la dernière en vrai ? Oui, c'est la dernière. Oui, autant partir quand on est encore un peu drôle. D'ailleurs, logiquement, la vidéo devrait passer prochainement sur Ludovox. Je crois. J'ai eu Thibaut à ce sujet il y a 2-3 jours. Oui, on a préféré. C'est comme tout. Au moment, on fait des gimmicks, des gags de répétition. Si c'est trop répété, c'est plus drôle. On préférait s'arrêter tant que c'était rigolo et que lasser les gens. Puis c'est pas plus mal parce qu'il y a eu. Ça va permettre de rebondir. Alors on en discutait encore avec Mathieu le mois dernier. Il a encore une idée, lui il veut pas arrêter, mais on va se trouver que ça se trouve, voilà, ça sera peut-être, on sera encore sur le coup, ça sera différent, mais bon. Oui, ça sera peut-être. C'était quand même une bonne marade, mais beaucoup d'énergie quand même. Ouais, j'imagine que ça devait demander beaucoup de temps. Et ben en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses à toi comme à Yves. Continuez à nous faire marrer. Ouais, continuez à nous faire marrer, à sortir. Yves, c'est qui ce Yves? Vous n'arrêtez pas de me parler. Ouais, c'est un type, je crois que c'est un harceleur parce qu'il avait l'air de pas mal te connaître. Bon, je l'embrasse s'il écoute quand même. Merci beaucoup Fabien et puis à très bientôt et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur un salon. Mais avec grand plaisir. Voilà, je reprends une bière et puis je vous rejoins. Bonne soirée à toi. Merci les amis, au plaisir. Au revoir tout le monde. Salut. Là, donc Fabien Bleuze, effectivement, qu'on a eu la chance d'avoir au téléphone, qui a fait, on l'a dit au début du coup de fil, les jeux comme Speech, effectivement, comme Ta Gueule, comme Trop Con, comme Comment j'ai adopté un gnou ou un dragon, que des jeux que je vous conseille d'écouter dans les rediffs de l'émission ou dans les podcasts, parce que c'est des jeux auxquels on a joué ici en direct, et vous verrez que c'est des jeux qui entraînent forcément une grosse dose de bonne humeur. Fred, on va revenir vers toi qui est présent dans l'émission pour parler. En IRL. En IRL, ouais. On fait que des sigles. On essaye jusqu'à la fin de l'émission. On va parler que en sigles, tu vois. Donc ton jeu, c'est plutôt ton jeu Brigantin. Est-ce que on a parlé donc de l'illustration, on a parlé de comment tu avais eu l'idée de le faire, de pourquoi on en était arrivé à des cartes et des choses comme ça. Il tourne depuis combien de temps sur des salons ? Alors le jeu, je le fais tourner depuis novembre dernier. Donc, quand je dis je le fais tourner depuis novembre dernier, c'est à partir dans des associations en fait. À partir du moment où j'ai passé le cap de cercle familial, amis, où vraiment je fais tester à des joueurs que je ne connais pas. Donc j'ai commencé en novembre dans les assos et les festivals, j'ai vraiment commencé à partir de février. D'accord. Et les retours en festoche sont bons aussi comme... Oui, les retours en festoche sont bons. J'ai eu que 2 retours négatifs sur tous les festoches que j'ai pu faire, donc c'est assez encourageant. Dont un qui était surtout qu'on m'a dit que le jeu était trop long en fait, parce que c'était une personne qui était habituée à jouer à des jeux plus courts et elle avait trouvé le jeu un peu long. Mais sinon, toujours des retours intéressants et surtout énormément de retours au niveau de l'équilibrage du jeu. Et aussi de potentielles idées que j'avais pas eues à la base et que du coup qui m'ont permis d'améliorer le jeu parce que en fait je pense que c'est important de les préciser. Quelqu'un qui crée un jeu, un auteur de jeu n'est pas tout seul en fait sur le jeu. Les testeurs aussi jouent beaucoup. Ouais. Toutes les personnes à qui j'ai fait tester le jeu, tous les retours m'ont énormément aidé à modifier le jeu, à l'améliorer, à le faire évoluer en fait. Donc il y a pas, en fait, derrière un jeu, il n'y a pas une personne, mais énormément de personnes qui ont participé rien qu'à la création. En fait. Après, il y a encore beaucoup de personnes qui travaillent dans la suite du jeu, mais vraiment dans la partie création, en fait, il n'y a pas qu'une seule personne qui y participe. Quoi. Et justement, depuis le temps que tu le présentes et que tu as tous ces retours et que tu le modèles, on va dire, est-ce que tu penses qu'il a encore besoin d'être amélioré ou est-ce que tu penses qu'il commence à arriver à un point de... Non, là, d'un point de vue équilibrage, là, moi, je le considère comme fini. Alors après, un jeu est jamais fini. En soi, tu peux toujours trouver des choses à améliorer, à changer derrière, mais il y a un moment aussi où il faut savoir dire stop, quoi. Donc là, le jeu tourne bien, il n'y a plus aucun point de blocage. En fait, là, les
les derniers festivals que j'ai fait, c'était surtout au niveau, par exemple, de certains textes de cartes, tu vois, qui posaient problème, ça prêtait à confusion, les joueurs comprenaient pas trop quand est-ce qu'ils pouvaient les jouer ou ce qu'ils pouvaient faire. Donc c'était beaucoup de petites modifications comme ça. En fait, c'est ça qui prend beaucoup de temps, en fait. Réussir à rendre le jeu vraiment compréhensible par tous du premier coup, que tu te poses pas de questions quand tu joues. Et donc là, de ce point de vue-là, l'objectif est atteint, puisque sur les derniers salons que j'ai fait, j'ai eu quasiment aucune question, à part juste des petites erreurs du genre il a joué la carte, mais en fait non, il peut pas la jouer parce que voilà, il est pas à terre ou il est pas en mer pour la jouer. Donc c'est plus le temps de s'habituer aux symboles, aux choses comme ça, mais d'un point de vue blocage, j'en ai plus ressenti. Donc du coup là, le jeu, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue équilibrage, règles, je le considère comme terminé. Et là où il reste encore beaucoup à évoluer, ça va être encore d'un point de vue graphique, puisque comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'illustrations qui ont été reprises de photographies ou de peintures historiques et de tableaux existantes. Donc d'un point de vue droit d'auteur, droit d'image, tout ça, ça passe pas forcément. Donc du coup là, il faut qu'on fasse une vérification de tout ce qui a été inspiré, donc ce qu'on peut voir pour modifier et pour vraiment que Parce que tu veux vraiment garder un aspect un peu historique, un peu réel. Oui, en fait c'est ça, les dessins, donc il y en a eu quelqu'un qui sont passés sur la vidéo. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez, d'avoir un dessin réaliste. Et donc avoir un dessin réaliste, forcément, il faut qu'on s'inspire de choses qui ont déjà existé. Donc du coup, c'est une volonté d'avoir un jeu qui... t'es dans l'ambiance, mais c'est une ambiance réelle, en fait, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'on pourrait se dire, maintenant qu'il a créé un personnage, je sais pas moi, Sally, tout à l'heure, on n'a qu'à masculiniser ce personnage ou féminiser d'autres, et puis du coup, tu les as, tes persos. Mais si tu veux garder une ambiance réelle, tu es obligé de garder les vrais noms, donc des vrais... et de t'approcher au maximum de ce à quoi... Sally Lateigne, elle a vraiment existé ? Alors, Sally Lateigne, non. Après, il y a plusieurs capitaines qui ont tombé. T'as pas pris le vent. Mais si, justement. T'as des capitaines qui ont vraiment existé et d'autres absolument pas. Alors déjà, tous les surnoms qui ont été repris, parce qu'en fait, chaque capitaine a son prénom plus un surnom. Tous les surnoms, ça, c'est imaginaire, c'est de l'invention. Par contre, les prénoms, j'ai essayé de me baser sur des capitaines qui ont vraiment existé. Sauf donc Sally et Tuka qui, eux, n'ont pas existé. Et tu parlais du financement participatif, que c'est la connaissance de ce système-là qui t'a motivé à aller plus loin dans ton projet. Tu as fait une campagne, tu comptes faire une campagne ? Oui, en fait, là, il y a deux possibilités. C'est soit je trouve un éditeur qui accepte d'éditer le jeu, soit je passe par un financement participatif. Donc là, pour le moment, c'est plus dans cette optique-là qu'on est parti avec mon pote qui s'occupe de l'illustration. Tu as déjà commencé à chercher des éditeurs ? Enfin, je veux dire, tu en as rencontré ? Oui. Non, j'ai pas rencontré d'éditeur encore pour le moment. Donc, mais pareil, là, tu vois, j'étais toujours dans une phase d'équilibrage, de modification, tout ça. Donc là, je voulais vraiment attendre d'être sûr. Et pareil, je compte plutôt essayer de les rencontrer sur des festivals, sur des salons en direct, plutôt que d'essayer de leur envoyer le jeu par la poste, qui sera au final reçu au milieu de 50 autres jeux qu'ils reçoivent, et forcément ils n'ont pas le temps de tout traiter, ce qui est normal vu la quantité de protos qu'ils doivent recevoir, quoi. Donc je vais voir, tu vois, si je trouve un éditeur, tant mieux. Si j'en trouve pas, j'essaierai le financement participatif. Ouais. Après, ça ne sera pas un frein à l'aboutissement du jeu. Et quitte à le faire financer comme ça, et au final que j'ai un éditeur derrière qui me dise le projet il m'intéresse bien, on le reprend derrière. Ça s'est vu aussi. Du coup, je pense à des jeux comme Sbire. C'est ça, exactement, Sbire, qui a été repris. Donc, qui a d'abord fait un Ulule, puis un Kickstarter pour l'international, puis maintenant qui a été repris par Gigamic, quoi. Donc tu vois, c'est absolument pas une porte que je me ferme. C'est juste que je me dis ça existe, autant tenter le coup, autant tenter sa chance. Ça permettra de passer différentes étapes plus rapidement et donc à voir, quoi. Ouais, donc pas fermé à l'édition, bien au contraire, mais ça sera en tout cas pas un frein au fait d'essayer de faire aboutir ton projet et d'aller jusqu'au bout. Voilà. Un autre moyen aussi pour faire connaître ces jeux, quand on est sur le mode proto, c'est les concours. Est-ce que ça c'est quelque chose qui t'intéresse ? Oui, j'ai envoyé mon dossier pour le flip là, donc à Parthenay. Donc là, je suis en attente. Les résultats sont fin mai, donc t'as toujours un peu le stress. Oups. Là, tu vois. Sinon, il y avait PEL qui m'aurait bien intéressé aussi, donc Paris Ludique. Sauf que Paris Ludique, le problème, c'est que eux, ils acceptent pas les protos qui prévoient de faire un financement participatif, en fait. Ils acceptent que les protos qui sont en recherche d'éditeur, et donc autant le flip, tu vois, ils sont assez. Tu peux pas leur mentir.
Ouais, mais après, voilà, tu vois. Dire pour une période donnée. Pour une période donnée. Tandis que, au niveau du règlement, le flip, c'est si le proto n'est pas édité ou n'est pas en cours d'édition, tu peux participer, même si 3 mois plus tard, tu envisages un financement. Tandis que le PEL, c'est vraiment marqué dans les règlements, c'est si ton proto prévoit d'être auto-édité derrière, tu peux pas y participer. Quoi. D'accord. Parce que c'est un proto à la recherche d'éditeurs qui y participent. Quoi. Sinon, il y avait eu Ludinor aussi, mais Ludinor, là, mon proto n'était pas prêt du tout pour y participer parce que c'était en novembre que les inscriptions se faisaient. Donc là, j'aurais pas pu y participer du tout. Il y avait eu Finistère de jeu, mais alors ça, pareil, j'ai raté la date, mais j'étais dégoûté. J'ai raté à 3 jours la date d'inscription, tu vois. Genre, je tombe sur l'événement Facebook qui passe. Ah ouais, je veux y aller. Ah bah non, la date d'inscription, c'était fini il y a 3 jours. Quoi. Donc, oui, c'est sûr que les concours, c'est aussi quelque chose qui est important et que j'essaye que je vise. Ouais. T'as une date où tu te dis je voudrais aboutir à sortir mon jeu à telle date, ou est-ce que éventuellement, maintenant que ton jeu est sensiblement finalisé, tu te dis que tous ces concours que tu as loupés cette année, tu pourrais éventuellement les retenter l'année prochaine? Non, là en fait actuellement, donc pareil, financement participatif, je pense que je vais essayer d'en viser un d'ici septembre quand même. Vu que le jeu là est abouti, et à la base en fait c'était là-dessus que j'étais parti plus que partir sur une édition classique. Puis après, à force d'avancer, je me suis rendu compte qu'une édition classique, passer par le circuit normal, on va dire, c'est bien aussi, quoi. Donc ça va les réconcilier. Au final, tu vois, j'ai repoussé de plus en plus les dates. Et au final, là, je me suis dit, oui, on tente le coup. Donc là, pour le moment, on s'est fixé septembre, quoi. Mais pareil, voir, tu vois, si on n'est pas du tout prêt, on lancera pas le truc, tu vois, on attendra après. On n'a pas une deadline fixe, quoi. Parce que nous, on a eu des retours de jeunes auteurs qui sont passés par le financement participatif. Et ils nous expliquaient que c'était aussi en soi un métier à part entière et extrêmement chronophage. C'est extrêmement chronophage, ouais. Et alors ça, j'avais déjà anticipé parce que j'avais vu que ça demandait du boulot, mais ça en demande vraiment énormément. Et déjà préparer sa campagne de financement. Savoir ce que tu vas mettre, savoir ce que tu vas mettre dedans, la suivre, répondre aux questions. Donc tu as déjà la campagne quand elle est lancée, tu as la communication que tu dois faire en amont, tu as le fait qu'il faut que tu calcules bien ton budget, tes coûts, tout ce que ça va te coûter. Donc il faut que tu prennes contact avec des fournisseurs, il faut que tu prévois des contreparties qui pourraient intéresser les personnes, il faut que tu calcules tous ces contreparties. Donc tu as les frais postaux aussi, c'est tout bête, mais c'est énormément de calculs que tu dois faire, donc ça te prend du temps à réfléchir à tout ça, à faire tes calculs dans ton coin, ça prend énormément de temps. Et pareil, tu as tout le design de la campagne qui est important aussi, et tout ça prend. C'est des campagnes qui marchaient pas du tout, et après pour le même produit, on va dire, qui ont cartonné parce que c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne présentation. T'as la période, mais je pense que ça a du plus comme du moins. Il y a des personnes, je pense, qui se sont lancées un peu dans le financement participatif en mode vas-y, on y va, et au final qui n'étaient pas préparés du tout et qui se sont cassés la figure alors qu'ils avaient des projets qui étaient vraiment bien pourtant. Mais c'était juste, ils ont voulu se lancer trop tôt, ils n'avaient pas anticipé toute la charge que ça représentait. Et c'est vrai que tu pars pas sans connaître un peu le sujet, là, finalement. Ah oui, là, je me suis bien documenté sur la chose. Les forums, je les ai bien épluchés. Je vois comment ça se passe. Pareil, j'ai longtemps hésité. Ulule, Kickstarter, qu'est-ce que je prends comme plateforme, tu vois. Donc, justement, on va, dans la dernière partie de l'interview, on va revenir là-dessus, sur le futur un petit peu de Brigantin et du jeu, sur quelle plateforme ou les choses comme ça, parce que là, on est obligé de faire une petite coupe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance, moi, d'avoir Fabien au téléphone cet après-midi, donc on a déjà discuté un petit peu de ses goûts et des choses qu'il aimait. Et notamment, dans les choses qu'il aime, il y a une chanson, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là maintenant. Ça n'a aucun impact avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, même si c'est chanté par Les Escrocs, et ça s'appelle Acédique. Suivez toute l'actu de Des Luttes et des Plumes sur le site jequer.sitew.fr. Des Luttes et des Plumes, on est ensemble jusqu'à 22h. Il reste à peu près une vingtaine de minutes. Allez, un petit peu plus, tout petit peu, mais si on compte la dernière musique, ça fait ça. Et avant de retrouver justement Fred et Brigantin pour la dernière partie de l'interview, on va se tourner vers Yann. Yann qui va nous parler d'un jeu lui aussi. Absolument, je vais vous parler de Kings. Kings avec un Z à la fin, c'est un jeu d'Ankama.
Donc Ankama, on les connaît pour leur jeu numérique comme Dofus, pour leur bande dessinée, pour Crowmaster. C'est vrai que ils déclinent tout un tas de jeux sur différents supports. C'est un jeu pour à partir de 7 ans, à partir de 2 joueurs jusqu'à 5 et entre 10 et 15 minutes. Donc c'est des parties, on est sur du party game un peu rapide pour se taper dessus en fait entre copains. Donc j'adore taper sur mes potes. Le speech, c'est le lion est mort ce soir et du coup il va falloir désigner un nouveau roi de la jungle, roi des animaux. Donc pour ça on organise un tournoi et donc on va devoir s'affronter pour désigner le plus vaillant, le plus courageux, le plus fort, d'entre le nous. plus sournois, le plus... Absolument. Donc pour ça on a un petit peu de matériel. C'est une petite boîte, pas très grande. Voilà. Ouais. Comme ça. Et puis dedans, on va avoir donc des petits paravents qu'on va poser devant nous. Donc ça, c'est très pratique parce que devant, il y a un petit espace pour mettre son nom. Donc il y a un petit marqueur aussi qui est mis dans la boîte. C'est son nom à soi, je marque non, Alexis. Tu mets ton nom de guerrier plutôt. Ah tu vois Ouais, parce qu'Alexis, ça fait pas très peur. Hein. Et comme parce que t'as jamais vu Alexis énervé. Alors il y a quelques contraintes. Il y a une contrainte en fait, il faut pas qu'il y ait plus de 3 syllabes. D'accord. Voilà. Donc par exemple ornithorynque. Ça passe pas. Non, sauf si Thorinque, tu dis que c'est une seule syllabe. Il faut hurler le nom qu'on va jouer. En fait, on va devoir hurler le nom de celui qu'on attaque. Et donc pour ça, tu peux mettre des noms qui sont déstabilisants, par exemple. Genre par exemple, projet. Tu vois, ça peut donner projet. Voilà, enfin c'est un petit clin d'œil à Guillaume Meurice et à notre cher président depuis hier soir. Ok. Voilà, c'était ça le truc. Alors dans la boîte, on a aussi donc des petits jetons. Alors on a 3 types de jetons, des jetons armure, des jetons courage et des jetons gloire qui sont les points de victoire, les couronnes. Tout à fait. Et puis on va avoir donc des decks de cartes. Chacun va avoir son deck avec les mêmes cartes. On va tous avoir les mêmes cartes en main. D'accord. Donc, oui, on a tous le même deck, enfin les mêmes cartes. Exactement, et qui vont chacune faire des choses un petit peu différentes. Ok. Alors on a par exemple le glaive. Donc le glaive, lui, c'est pour aller taper un adversaire. Bien sûr. Et donc pour ça, il va falloir y associer un petit pion courage. Donc au départ, je n'ai pas dit, on a 2 jetons courage derrière son petit paravent. On a 3 jetons armure et aucune gloire pour l'instant, mais ça va vite venir. Donc, on a à nous de gérer nos ressources. À nous de gérer un petit peu nos ressources et de façon cachée. Comme ça, les autres, si j'ai plus de jetons courage, je ne vais pas pouvoir attaquer. Ouais, mais si les autres ne sont pas au courant, ça m'arrange. Ça m'arrange, exactement. Donc, on a des cartes glaive où on associe un petit jeton courage. On a des cartes désarmement où là, on va pouvoir, donc quand on va la jouer, on va enlever la carte de l'autre et la remplacer par une de ces cartes dans la défausse. Donc, ça peut être un peu sournois. On a des cartes courage, donc celle-ci, quand on la joue, on gagne un jeton courage. On ne participe pas à la bataille, mais on se réalimente. Absolument. C'est ça. On a des jetons. Par contre, si on met un jeton, une carte courage, par exemple, et que l'autre en face, il m'a mis un glaive, bah là, je peux rien faire, je me prends un point de dégâts. Oui, mais je prends mon courage. Voilà, mais je prends mon jeton courage. Yeah. Il y a une carte bouclier. Donc là, ça permet de parer donc les attaques au glaive, mais aussi donc les attaques au filet. Qui est donc la dernière carte à vous présenter. Et donc ces attaques au filet, elles permettent de toucher tous les joueurs qui n'ont pas un bouclier. D'accord. Donc c'est un petit peu sournois comme carte. Voilà. Et à partir de là... Ah oui, et il y a la carte aussi que j'avais oubliée, qui est le salut à César, ou le salut au public, qui permet de gagner, si on ne s'est pas fait attaquer à ce tour-ci, eh ben on va gagner un jeton gloire immédiatement. Donc ça peut être aussi valable. Donc le but du jeu, ça va être de gagner 5 jetons gloire ou d'avoir tué tous ses adversaires. Les deux sont sympas. Je fais les deux, moi. Les jetons courage rapportent aussi des points de gloire. Pour 2 jetons courage, ça vaut 1 point de gloire. D'accord. Donc on est parti. Et donc comment on joue ? Ça se cumule ou tu te défausses de tes jetons au fur et à mesure du coup ? Des jetons de courage, tu parles, et ben ceux-là, tu vas t'en défausser. Donc si tu les utilises pas, tu vas pouvoir les garder pour les comptabiliser dans ton scoring. Ouais, c'est ça. En fait, c'est qu'à la fin que tu les gardes pour que tu peux les transformer en jetons de. Voilà, c'est ça. Si par exemple, tu as 4 jetons gloire et 2 jetons courage, tu dis hop, stop, j'ai terminé, j'ai mes 5 pions, 5 pions de victoire. Ouais. Donc pour jouer, comment on va faire ? On va prendre une carte. Donc au départ, on a notre deck en main. On en a 9 cartes. On va en retirer 2 au hasard. Et donc, on va avoir un deck à chaque fois un petit peu différent.
On va donc jouer. Ah oui, ce qui fera qu'on n'aura pas forcément le même que ses adversaires. On ne sait Exactement. pas ce qu'ils vont enlever et ils ne savent pas ce qu'on a enlevé. C'est ça. Ce qu'on a enlevé. Et donc, on va poser notre carte face cachée. Tout le monde va poser sa carte qu'il a choisie. Il va en choisir une. Il la pose face cachée. Et là, ensuite, on la révèle tous en même temps. Et donc, en criant le nom. Si moi, par exemple, je sors un glaive et, et que je te tape, je vais Abigong. Voilà. D'accord. Et ça ne peut pas se gourer. Et on ne peut pas se gourer. Il y avait tellement de bruit que je t'ai pas entendu. Non, normalement, on doit hurler. Ça fait partie du truc. Et donc, comment on sait quelle carte on résout dans quel ordre, étant donné qu'on les tourne tous en même temps? On a des petits chiffres en bas de la carte à droite qui sont un indicateur d'initiative, on va dire. Donc, celui qui a la plus grosse, eh ben, il commence. C'est toujours comme ça, de toute façon. Hein. Même dans les gangbangs, c'est pareil. À chaque fois, je commence. Et on va comme ça résoudre les cartes au fur et à mesure du chiffre décroissant. Et voilà. Alors, après, on va se bastonner et on va pouvoir adapter après le jeu parce qu'il y a des cartes pouvoir. Donc ça, c'est pour le mode, on va dire, la version évoluée. Une fois qu'on maîtrise le jeu, on va pouvoir y intégrer les cartes pouvoir qui, elles, se jouent une fois aussi pendant son tour. Mm-hmm. Et il faut taper sur une carte rage pour dire activer son pouvoir en criant. Et du coup, chaque personnage en plus a son chaque cri. personnage a son cri. Donc là, on crie pas le nom du joueur qu'on attaque, mais on crie le pouvoir. On peut dire greu pour le tigre, voilà. banana pour le gorille, etc. Ouais. Et donc là, c'est un pouvoir unique et spécifique à chacun. Donc ça, c'est assez marrant. Ça vient rajouter aussi une petite dimension dans le jeu. Et tu l'as peut-être dit, mais que j'étais ailleurs. Une fois qu'on a joué sa carte, on la défausse, on la récupère. On les défausse, on les récupère dans sa défausse. Chacun récupère sa carte dans sa petite défausse. D'accord. Parce que sur la carte désarmement, par exemple, on va pouvoir retirer la carte de l'adversaire. Et moi, je vais y mettre ma carte de ma défausse à moi, en fait, sur le coup. Et on va ensuite retourner les cartes et résoudre la situation. Et une fois qu'elles ont été défaussées, on ne peut pas les récupérer à aucun moment? Ou elles reviennent en jeu? Alors, une fois qu'on a joué toutes ces cartes, on va récupérer notre défausse. C'est ça, une fois qu'on aura fait le tour. D'accord. Parce qu'on va jouer jusqu'à ce qu'il y ait tout le monde de mort sauf un, qu'il n'en reste plus qu'un, donc, et ou avoir 5 points de victoire. Quand on se fait tuer, qu'on perd ces 3 pions, ces 3 jetons armure, en fait, on est un petit peu comme dans l'arène romaine avec celui qui va... Pouce en l'air, pouce en l'air, pouce en bas, pour la mise à mort. Comme sur Facebook, partout, quoi. C'est ça. On est dans l'arène romaine tout le temps. Et là, le faible, le loser, peut supplier, peut implorer le pardon de son adversaire et lui promettre monts et merveilles pour qu'il le laisse en vie, par exemple. Donc, si tu me tues pas, Alex, promis, je te donne mes 2 points de victoire que j'ai. Et donc, là, si tu es d'accord, je reviens dans la partie avec mes 3 jetons armure, 2 nouveaux pions courage, et je te rétribue... Ou pas. Donc là, on est dans un jeu assez fourbe. Là. Voilà, on est quand même. Là, on part sur du intrigue. Là. Ouais. On est dans de la manipulation et dans du gros castagnage finalement qui se fait très vite. Parce qu'en 10 minutes, c'est joué, c'est rapide. Et on peut aussi adapter le jeu pour jouer avec les plus petits ou les plus jeunes pour commencer, pour apprendre le jeu. Tu peux, par exemple, retirer certaines cartes, genre désarmement, le filet. Tu vas jouer juste avec le courage, les boucliers et les glaives. Et là, tu peux démarrer avec des jeunes plus facilement et puis après intégrer progressivement de nouvelles cartes. Donc voilà, c'est un jeu qui peut jouer très très jeune finalement. Et le fait qu'il y ait plusieurs personnages, c'est que tout le monde s'y retrouve effectivement entre le tigre, le gorille, le crocodile ou d'autres, le rhinocéros et tout ça. Ça permet effectivement que chacun puisse s'identifier. Le fait de créer son nom aussi, ça te permet d'entrer dans le jeu. Absolument. Et de te l'approprier un petit peu. Et donc ton personnage, tu as envie de l'emmener jusqu'au bout puisque c'est toi. C'est une mini introduction, toute mini, mais au jeu de rôle un petit peu même, où tu te crées ton avatar. Ouais, par rapport à... Juste parce que tu mets ton nom. Oui, juste parce que tu mets ton nom, c'est ça. Ouais, mais tout est prétexte. Moi, j'essaye de montrer que le jeu de rôle, c'est cool pour qu'on l'utilise partout, tu vois, à l'école, dans la vie. Mais oui, c'est cool le jeu de rôle. D'ailleurs, il y a bientôt une émission jeu de rôle. Ouais, dans 3 semaines, ouais. Cool. Donc, Kings... Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Un jeu chez Ankama. D'Antonin Bocara. Donc édité par Ankama et c'est distribué par BlackRock Games. Merci beaucoup Yann pour Kings.
Donc là, carrément, on arrive dans la dernière ligne droite de l'émission. On avait encore plein de choses à dire, mais c'est pas grave, on va tout prendre et on va tout mettre pour dans 15 jours, pour la prochaine. C'est là qu'on vous parlera d'Edenia, de Boo, de Trot Carotte, de Kings of Tokyo Power Up et tout ça. Pour l'instant, comme il nous reste une dizaine de minutes, on va les laisser quand même à Fred parce qu'il a fait le déplacement et parce que son jeu le mérite tout autant. Donc Brigantin, on l'a dit, qui devrait arriver en septembre, normalement donc en financement participatif. Je t'ai perdu là. Je me disais comment je vais finir ce mot. Tu vois, j'ai beau avoir fait L, là j'étais complètement paumé. Ah, comme quoi tu peux pas tout inventer non plus. Hein. Non, c'est clair. Enfin si, mais j'aurais été le seul à fini comme ça en comprendre. fait. Ça aurait fini en invention là par contre. Et donc en septembre en financement participatif, et tu allais nous dévoiler sur quelle plateforme tu comptais te diriger et pourquoi. Alors bon, c'est pas encore totalement décidé, mais je pense que je partirai sur Ulule. D'accord. Pourquoi ? Parce que Ulule, c'est la plateforme donc francophone au niveau du financement participatif. Donc tu vises pas d'international. Voilà, en fait, le jeu, je vise pas l'international, sauf si du coup un éditeur me le propose, me dit voilà, votre jeu, il m'intéresse et l'exporter à l'international. Donc là, c'est quoi ? C'est par rapport au fait de devoir faire une campagne en anglais ou non, c'est juste que faire la campagne en anglais, c'est pas compliqué, mais après, il faut prévoir des jeux en anglais aussi. Et comme tu as quand même du texte sur les cartes, ça te force à fabriquer des jeux français, des jeux anglais, donc différents. C'est encore plus de boulot. C'est encore plus de boulot, c'est encore plus cher du coup au niveau des coûts. Pareil, va estimer le nombre de personnes qui vont te commander le jeu en anglais, qui vont commander le jeu en français. Donc alors là, tu t'en sors plus au niveau des. Donc c'est dans un souci de facilité au départ. Au départ, c'est dans un souci de facilité, oui. De le faire qu'en français pour le moment. Donc du coup, viser une plateforme française du coup. Et aussi parce que tu as également moins de concurrence, on va dire. Quoi. Parce que sur Kickstarter, des projets de jeux de société, tu vas sur la page, tu en as énormément. Quoi. Et, moi, j'y vais très souvent sur Kickstarter ou sur Ulule. Et au final, Kickstarter, je vais jamais jusqu'en bas de tous les jeux qui sont proposés parce que tu es déjà fait happer par 15 jeux avant. Et puis, tu as déjà 15 jeux devant toi, tu vas pas plus loin. En fait. La bataille est plus rude encore finalement. La bataille est beaucoup plus rude pour se faire remarquer. Tandis que Ulule, sur la partie jeu de société, tu as 3-4 pages, donc c'est gérable, quoi. Tu vas jusqu'au bout des 3-4 pages. Quoi. Et justement, alors déjà en passant par le chemin de l'édition classique avec une maison d'édition, on sait que les sorties annuelles en termes de jeux de société sont énormes et que tous les mois, il y en a beaucoup qui arrivent. Le fait en financement participatif comme ça, que tu aies aussi énormément de concurrence, on va dire, qu'est-ce qui te permettrait de sortir du lot un petit peu, de te faire remarquer ? Ce qu'on a essayé de faire justement au niveau du jeu, en dehors des mécaniques, ça a été toute la partie illustration. On a essayé de donner une patte vraiment graphique au jeu. Parce que donc, le jeu est... en fait, les illustrations sont noir et blanc avec quelques touches de couleur. Et c'est vraiment dans l'esprit un peu vieilli, un peu justement historique, pirate dont on parlait. Et donc là, du coup, on a voulu donner une patte graphique au jeu qui pourrait justement donner envie aux joueurs de s'y intéresser, de le différencier d'un point de vue graphique. Après, d'un point de vue mécanique, pour le moment, depuis que je l'ai fait tourner, j'ai eu aucune remarque comme quoi le jeu ressemblait déjà à quelque chose qui était déjà existant, aussi bien au niveau des mécaniques qu'au niveau des sensations de jeu en fait. Donc ça arrive et c'est ça arrive parce que il y a tellement de jeux qui sortent que ça se peut très bien que deux personnes aient eu les mêmes idées donc là ils se différencient aussi, et puis au final la force de le faire jouer justement en festival, en salon, dans des assos, mine de rien, les gens qui aiment le jeu ont envie de le voir évoluer, ont envie d'être au courant de comment ça se passe. Il y a une petite communauté. Donc, t'as une petite communauté qui se forme derrière et qui sont là pour soutenir. Quoi. Tu as une idée du nombre de jeux que tu voudrais faire ou qu'il faudrait atteindre déjà ? En fait, pour le moment, j'ai commencé à me renseigner auprès des fabricants au niveau des devis, tout ça. Et donc, la plupart, en fait, il faut 1000 jeux minimum pour pouvoir faire fabriquer. Ils prennent pas en dessous. Déjà 1000 c'est déjà beaucoup, tu vois. C'est pas mal de cartouches d'encre. C'est pas mal de cartouches, puis même au niveau stockage. Donc c'est pour ça après il y a
le financement participatif est pas mal décrié. Enfin, par exemple, les boutiques aiment pas trop parce qu'elles ont l'impression que tu leur voles leur part de marché. Sauf que, tu vois, moi, le financement participatif, je vois plus ça dans le sens où c'est juste pour l'édition. Et après, la partie distribution, là, je la gérerai à des professionnels qui s'occuperont ensuite de les donner en boutique, de les revendre en boutique, qui eux, les revendront comme n'importe quel autre jeu, en fait, quoi. Donc, moi, enfin, tu vois, c'est vraiment plus dans ce sens-là que le financement participatif. Je voyais plus ça dans le sens, c'est un coup de pouce qui me permet d'aboutir à mon idée, à avoir l'objet, et après, ensuite, je repasse dans un circuit classique pour un jeu de société. C'est ça. Parce qu'après, ce qui pêche pas mal, en passant ce qui est très important pour un financement participatif, c'est la communication, en fait. Et c'est là que, contrairement à un éditeur, tu vas avoir énormément de mal à te démarquer, parce que l'éditeur, il va déjà avoir des partenaires, il va déjà avoir du monde qui suivent ce qu'il fait, des joueurs qui suivent les actualités. Donc là, l'éditeur, lui, va avoir un très gros coup de com' et va pouvoir toucher beaucoup de monde, en fait, ce que tu ne vas pas forcément avoir avec un financement participatif quand tu te lances de ton côté. Il faudra toi remettre un petit coup de boost derrière. Voilà. Donc c'est pour ça, en fait, je disais depuis le financement participatif, au final, il va de plus en plus tard parce que tu as aussi le temps que la com se fasse autour du jeu. Tu te rends compte aussi de tout ce que ça implique. Parce que, comme je disais, tu vois, là, il faut 1000 boîtes minimum. Donc j'ai commencé à faire des calculs justement par rapport aux frais postaux, contrepartie, donc tout ça. Et au final, il faudrait que j'ai au moins 300-350 personnes qui soient sûres de financer le projet derrière, tu vois. Donc 300-350 personnes. Faut les trouver, tu vois. Enfin, c'est beaucoup de boulot, du coup, parce que... En même temps, ça semble peu. Ça semble peu. À d'autres qu'on a pu voir, et en même temps, ça semble énorme quand c'est ton projet et que tu te dis, il faut quand même. C'est ça, parce que c'est ça, en fait, faut pas se planter parce que ça se trouve, il va très bien marcher sur juste du bouche-oreille sur Internet, il va partir, mais ça se trouve, il va pas forcément partir si bien que ça. Donc, il faut avoir le minimum de personnes où tu es sûr que les personnes vont te suivre et qui vont répondre présentes. Voilà. Et justement, tu aurais besoin de combien dans un premier temps pour pouvoir lancer le projet ? Là, pour le moment, je suis plus aux alentours de 8 000 € qu'il faudrait pour le projet, en prenant un peu tous les calculs en compte. Sachant que là, au niveau fabricant, tu vois, j'ai pas envoyé les devis à tout le monde encore, juste à quelques-uns pour voir un peu ce qui m'était retourné. Donc à voir, tu vois, ça peut évoluer. À peaufiner, quoi. Donc c'est pour ça que ça demande beaucoup de boulot. Et alors du coup j'en profite pour faire un petit coup de pub pour le jeu. Donc il y a une page Facebook justement où les différentes personnes qui sont partantes pour suivre le projet peuvent le suivre dessus. Donc là ça me permet moi de voir aussi justement le nombre de personnes qui sont potentiellement intéressées et je m'en sers pas mal comme un indicateur derrière pour savoir à peu près si c'est assez mûr ou pas pour le lancer, quoi. S'il y a du monde ou pas. Après il y a aussi pas mal de personnes qui m'ont donné leur mail, qui m'ont dit voilà, moi j'ai pas Facebook ou je peux pas liker tous les jeux sur Facebook que j'aime, donc du coup je te donne mon mail à la place et tu m'envoies un mail de temps en temps pour me dire l'avancement. Donc là pareil, les mails, j'en suis à un peu plus d'une quarantaine de mails de personnes qui m'ont dit qu'elles étaient sûres pour financer le truc derrière, tu vois. Donc ah d'accord, c'est bien ça, c'est comment ça. Ouais, enfin tu vois, je pars quand même avec une petite base qui commence à se former, avec des personnes qui étaient vraiment partantes, vraiment intéressées par le projet, et donc c'est ça, dis-toi qu'il en manque plus que 310. Ouais, voilà, c'est ça, tiens. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, Brigantin, c'est parti d'une idée, d'une thématique qui te plaisait et tout, qui te tenait à cœur. Est-ce que, parce qu'on imagine que c'est énormément de travail, est-ce que du coup, tu as le temps, l'envie aussi peut-être, de faire autre chose? C'est marrant parce que justement, j'avais vu Damien au Festival Ludique Réa, donc c'était en février, avec Louis, du coup, qui m'avait dit est-ce que tu as d'autres projets? Et je leur disais, non, mais attendez, les gars, vu le temps que ça me prend déjà, celui-là, comment est-ce que vous voulez que je bosse sur un autre projet en même temps, quoi? Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est créer des jeux, c'est un métier, quoi. Ça prend du temps, c'est une activité qui peut être une activité à temps plein. Et donc. En étant un peu fou aussi, des fois. En étant un peu fou, ouais. Et donc, en fait, voilà, moi, je voyais ça comme une grosse passion. Ça me prend beaucoup de temps, mais j'aime ça, donc je fais ça en dehors du boulot. Et là, en fait, depuis peu de temps, maintenant que les règles justement sont finies, que j'arrive à arriver un peu au bout vraiment de ma partie création sur le jeu. Donc après, forcément, il reste toute la partie com et la partie illustration, mais ça me permet de souffler un peu plus. Tu vois, je suis pas à réfléchir. Alors voilà, là, je voudrais faire ça, je voudrais faire ci. Ouais, là, c'est bien ancré. Tu vois, t'as plus toutes ces questions. Donc là, j'ai commencé à réfléchir à d'autres jeux. Et en fait, je crois que c'est super contagieux parce que dès que tu commences à réfléchir à un truc, t'as d'autres trucs qui viennent derrière. Et enfin là, t'as plein d'idées qui arrivent. Donc là, ouais, j'ai 2 autres idées là, qui commencent à bien germer. Donc
Donc, comme tu as été pris par on a dit tout à l'heure, tu as été happé par le jeu de société quand tu étais petit. Ouais. Là, ça y est, tu as été happé par la création, et le côté. Après, j'ai toujours eu un côté assez imaginatif, créatif que j'aimais beaucoup. Donc là, tu vois, c'est un domaine qui s'y prête bien, tu vois. C'est clair. Donc du coup là c'est sûr que c'est marrant parce que des fois je peux avoir aucune idée pendant 2 semaines, tu vois, puis tout d'un coup sans aucune raison je suis sur rien d'autre quoi, puis alors là t'as tout qui s'enchaîne, puis dans ces cas-là je note tout. Ça m'est arrivé genre le soir, alors le pire c'est quand ça t'arrive le soir avant de te coucher, tu vois. Ou alors tu t'apprêtes à te coucher et là tout d'un coup t'as un truc qui te vient et alors là tu commences à noter, puis alors là t'as plein de trucs qui arrivent et puis c'est fini quoi. Et tu dors pas. Faut que je dors parce que demain je dois aller au boulot. En tout cas merci beaucoup Fred de t'être prêté au jeu des questions. Donc de rien, merci à vous pour l'invite. On va suivre l'évolution du jeu Brigantin sur Facebook et sur Ulule quand il y sera, ou quelle que soit la plateforme, si tu décides de changer d'avis. On espère que tu arriveras à aller au bout et j'espère que, aussi, que le jeu existera. Nous, on est obligé de se quitter parce qu'on a aussi des limites de temps et que là, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez nous suivre vendredi prochain au moment de la rediff. Vous avez les podcasts, la page Facebook de l'émission ou pour toute question, le mail. C'est avec plaisir qu'on y répondra. On essaiera de faire suivre un petit peu toutes les indications de tout ce dont on a parlé ce soir. Moi, je vous dis sinon à dans 15 jours. Je vous fais des gros bisous. On vous dit à bientôt. Ciao, bye. On va se quitter en restant dans l'univers un petit peu pirate et un petit peu manga pour une fois, puisqu'on va s'écouter une musique de One Piece avec Run Run Run.